Bienvenue. Aujourd'hui, le journal de Saint-Denis explore une nouvelle forme d'interview. Des lecteurs volontaires ont accepté de se mettre 1 heure durant dans la peau d'intervieweurs pour faire le bilan du mandat qui s'achève avec Laurent Russier. Alors, avant de vous présenter nos 7 lecteurs et lectrices et de leur laisser la parole, je vais vous poser 2 rapides questions d'introduction à Laurent Russier. Laurent Russier, nous touchons à la fin de cette mandature. Je voulais savoir quel bilan global en tiriez-vous alors que, rappelons-le, vous avez pris vos fonctions de maire en décembre 2017, donc vous n'avez pas été maire sur la totalité de la mandature. Quel bilan global vous faites de ce mandat qui touche à sa fin? Eh ben, un bilan positif, même si de nombreux sujets et problématiques demeurent. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec vos invités. Mais quand je dis positif, c'est que nous avions pris l'engagement d'avancer sur 3 points essentiels pour la ville, qui se caractérisaient par un peu plus de 200 engagements. Et sur les 200 engagements qui avaient été ceux qu'on avait présentés aux Dionysiennes et aux Dionysiens, à 90%, ils sont tenus. Les 3 engagements qui étaient forts, c'était tout d'abord de continuer à être la ville qui accompagne sa jeunesse, ce qu'on appelle la ville attentive à sa jeunesse, la ville éducative. Et là-dessus, c'est des engagements financiers importants, puisque nous avons réussi à ouvrir 5 groupes scolaires pendant l'ensemble du mandat. Ça a été aussi 326 places supplémentaires, soit en très petite section, soit dans les différents modes de garde, pour accompagner aussi la garde des tout-petits. On sait que c'est un sujet essentiel en région Île-de-France et notamment à Saint-Denis. Le deuxième enjeu, c'était, et puis on aurait pu rappeler que c'est quand même 50% du budget municipal qui est dédié à la jeunesse au sens large, que ça aille de la petite enfance jusqu'à la première autonomie de nos jeunes, donc université et après leurs études. Le deuxième engagement fort, c'était celui d'avoir une ville qui continue à être une ville populaire. Bien me faire comprendre que la ville populaire, pour moi, c'est noble. C'est la ville qui continue à accompagner ceux qui ne vivent finalement que de leur travail, ou malheureusement pour certains qui aimeraient avoir un travail, mais c'est-à-dire que nous ne sommes pas une ville où il y aurait des rentiers, des gens qui ont des fortunes personnelles. On a une ville où c'est une ville de travailleurs. Ça a toujours été le cas dans l'histoire de Saint-Denis. Et on s'est accompagné nos habitants pour qu'ils puissent continuer à vivre cette ville, pour que chacun puisse continuer à y trouver sa place. Et donc ça a été le travail qui est un travail de tous les instants, de maîtriser notamment le prix du foncier, donc des terrains, qui permet de maîtriser le prix de l'immobilier. Je vais donner un exemple. Alors, parfois, il faut savoir se comparer. On a eu une nouvelle majorité municipale à Saint-Ouen, la ville voisine, qui a décidé de ne plus maîtriser le coût de l'immobilier. Et on voit les effets. À Saint-Ouen, dans certains quartiers, c'est 40, 50, ou même voire 60% d'augmentation du prix de l'immobilier. Depuis le début du mandat. Depuis le début du mandat. Donc depuis 2014, dans l'espace de 6 ans. Donc on voit que ça va très très vite, parce qu'on est dans un environnement francilien où il y a une pression forte sur le logement, et je pense qu'on a besoin pour nos habitants de continuer à maîtriser les coûts pour que chacun puisse continuer à vivre sa ville et que nous puissions accueillir aussi les nouvelles populations. Saint-Denis a toujours été une terre d'accueil, notamment ceux qui parfois quittent Paris parce que la famille grandit, ils n'ont plus les capacités financières à bien vivre à Paris, et donc qu'on puisse continuer à les accueillir. Et puis la vie populaire, ça passe aussi par les services publics. Ça a été une des boussoles essentielles, c'est continuer à développer sur la ville nos services publics municipaux. C'est les mairies annexes qui ont été ouvertes à La Plaine ou à Floréal, Soissons-Courtille. Ça a été continuer à développer le service public, y compris d'accompagner l'État dans le développement de ses services publics. C'est le nouveau commissariat, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, ou si la ville n'avait pas acheté le terrain pour que le nouveau commissariat, qui ouvrira dans maintenant à peu près une année, puisse voir le jour. Malheureusement, on aurait été, comme dans d'autres villes du département, à attendre un futur commissariat encore peut-être une dizaine d'années. On sait bien qu'un commissariat, c'est des effectifs supplémentaires qu'on peut accueillir, un meilleur accueil des victimes et des conditions de travail meilleures pour les policiers. Et quand je dis ça, c'est qu'à côté, malheureusement, on a des services publics qui disparaissent. La Banque de France qui quitte la rue Catulienne, c'est un service, y compris pour nos habitants, dans les accompagnements des dossiers de surendettement, qui était utile aux Dionysiennes et aux Dionysiens, et tout ça se centralise. Donc ça a été de développer les services publics, c'est y compris de nouveaux gymnases qui ont ouvert, et ça c'est important. Et puis le troisième point, c'était dans l'histoire de la ville, ce sera un peu long à détailler, mais on a beaucoup accompagné La Plaine et Pleyel, et on continue, parce que c'était des terrains sur lesquels les entreprises ont fermé et qui se retrouvaient des friches industrielles. Il fallait qu'on y remette de la ville. On a beaucoup accompagné la rénovation de nos grands ensembles. Ça, c'est là que vivent la moitié de nos habitants, et c'est important, que ce soit à Framoisin, à Floréal, Soissons-Courtille, à Sémar ou à Saint-Rémy. À côté, on a eu un petit décrochage sur le centre-ville. Et donc pendant tout le mandat, c'était de dire comment on redonne de l'attractivité du dynamisme au centre-ville.
Ça passe par une politique patrimoniale, touristique, de commerce. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir avec, là aussi, point de vue du mandat, la foncière commerce qui a été mise en place, qui va être un outil excessivement important pour ramener la diversité commerciale. Et donc, et la lutte contre l'habitat insalubre, qui malheureusement mine beaucoup le centre-ville. Et donc, on a tenu sur ces 3 grandes orientations, et je vous le dis, l'ensemble des engagements qui ont été tenus. Et puis, il y avait un fil rouge sur lequel j'ai beaucoup insisté quand je suis venu maire en décembre 2016, c'était il faut que cela s'accompagne du mieux vivre pour nos habitants, et donc avec 2 sujets du quotidien qui sont extrêmement importants, les questions de respect de l'espace public, propreté, partage, et la sécurité ou la délinquance, qui sont des sujets majeurs pour l'ensemble de nos habitants, qui sont sûrement parmi les sujets les plus, sur lesquels les habitants sont les plus en colère ou ont besoin de résultats. Et là-dessus, c'est aussi des objectifs de mandat qui ont été tenus. Pour ce qui concerne en tout cas les responsabilités de la ville, c'est le doublement de la police municipale. On a aujourd'hui 62 agents de policiers municipaux. C'est d'être passé pendant un mandat de aucune caméra de vidéoprotection à désormais 85, développer les médiateurs de nuit ou avoir lancé la brigade verte. Et puis, parce que la sécurité c'est l'affaire de tous, et notamment de l'État, qui continue à être en France, et heureusement le garant de la sécurité des biens et des personnes, ça a été de se mobiliser pour obtenir des moyens policiers supplémentaires. On a réussi avec Stéphane Beu, député, moi en tant que maire, de ne pas rester sur un constat d'échec où la ville n'était pas reconnue comme étant un quartier de reconquête républicaine. Enfin, si le gouvernement veut être compréhensible sur ce sujet, c'était inadmissible qu'en Seine-Saint-Denis, on n'ait qu'un petit quartier à Aulnay-sous-Bois qui soit retenu comme étant parmi les quartiers sur lesquels la police et la justice doivent être extrêmement présents. Et on a pu être retenu, c'est sur les quartiers nord de la ville. Ce seront 30 policiers supplémentaires, 21 qu'on appelle d'espace public et 10 qui sont des officiers de police judiciaire qui vont arriver sur les quartiers nord de la ville où malheureusement on a trop de quartiers qui sont sous le joug des trafics de stupéfiants. Et ça, c'est inadmissible, c'est ce qui pourrit la vie. On va avoir l'occasion d'y revenir là dans une question qui va être posée. Juste, dernière petite chose, une réalisation dont vous êtes plus fier et peut-être un projet qui vous laisse quand même un goût d'inachevé parce que bon, vous dressez un bilan globalement positif, mais j'imagine que tout n'a pas été parfait et qu'il y a des choses qui vous laissent un peu sur votre faim. Une réalisation dans un sens et dans l'autre. Dans la réalisation, moi j'ai envie d'insister sur les équipements scolaires. Enfin, pour moi, si on a bien quelque chose que l'on doit tous porter, on a une ville qui est jeune, et c'est comment on arrive à accompagner notre jeunesse, nos enfants à bien réussir. Parce qu'on a sur Saint-Denis, sur le département peut-être plus qu'ailleurs en France, encore l'espérance républicaine, liberté, égalité, fraternité, l'éducation nationale, l'enseignement public, qui doit permettre à nos enfants de se donner les moyens de bien appréhender leur futur, de bien vivre leur vie de demain. On voit bien que cette éducation égalitaire, républicaine, la même partout en France, elle est remise en cause parce qu'on a malheureusement des gouvernements successifs qui ont pensé que l'éducation, finalement, ça coûtait cher et ça pouvait être aussi des sources d'économie. Non. On voit bien, et le rapport parlementaire, rapport parlementaire de l'action de l'État en Seine-Saint-Denis le met en évidence. Il y a une inégalité structurelle depuis plus de 20 ans sur l'éducation ici à Saint-Denis. Donc arriver à construire des équipements scolaires de qualité, parce qu'on a droit aussi au beau à Saint-Denis, avec des centres de loisirs, avec les personnels qui vont avec, je pense que c'est parmi les plus belles réalisations pour tout maire. Et nous, ces 5 groupes scolaires, j'ai beaucoup de collègues maires, quand ils ouvrent un groupe scolaire pendant leur mandat, c'est un peu l'aboutissement de leur mandat. Nous, c'est 5 que l'on a ouvert. La deuxième chose, quand même, c'est d'avoir réussi à faire travailler une majorité. C'est pas simple dans les temps actuels. On voit bien que la situation politique, y compris nationale, est compliquée. Et arriver à avoir fait travailler toute une majorité diverse pendant tout le mandat, avec ce que chacun apporte, les écologistes dans une meilleure appréhension de l'environnement, les insoumis ou les communistes et le front de gauche continuent à se mobiliser en même temps qu'on développe les services publics, ou les nombreux élus sans étiquette qui viennent du monde associatif, on a réussi à faire vivre cette majorité et c'est malheureusement pas forcément gagné d'avance. Des regrets, c'est parfois de ne pas réussir à être suffisamment entendu par l'État. Je vais reprendre un exemple pour ne pas revenir que sur les questions de sécurité où je pense que on a encore des gouvernements successifs et ça serait injuste de taper que sur le dernier en place, parce que c'est tellement depuis longtemps. La souffrance des habitants par rapport au phénomène d'insécurité, de violence scolaire. Enfin, à un moment ou à un autre, on doit avoir, ça doit être la mère des batailles. Ça peut pas être qu'une bataille qui se traduit tous les 5 ans avant la présidentielle
avec tous nos candidats qui sont les matamors, à qui je ferai le plus pour occupation de hall avec moi, vous allez voir, je vais dégager la racaille, vous voyez. Mais du coup, vous vous sentez un peu impuissant? Non, c'est pas qu'on soit impuissant, la preuve, on obtient 20 à 30 policiers supplémentaires, et heureusement qu'on se bat pour les obtenir, mais c'est pas suffisant par rapport à ce qui se passe dans nos quartiers. Quand on a un gouvernement qui, depuis 2 ans, et c'était vrai des précédents, dit on doit avoir un plan de lutte contre les stupéfiants, je pense qu'on y reviendra, à un moment ou à un autre, on a le droit de demander, alors c'est quoi votre plan de lutte? Ayez une direction, ayez au moins une direction claire, et mettez-y les moyens, mais je pense qu'on y reviendra. Et puis, c'est d'autres sujets, je pense notamment quand on parle des services publics, je pense notamment à l'immeuble Niemeyer, l'ancien siège de l'humanité en cœur de ville. C'est pour moi un gâchis financier, malheureusement terrible. C'est qu'en même temps, on a l'État qui nous enjoint à faire plus avec moins d'argent, parce qu'on a réussi quand même à tenir un mandat avec au cumulé 43 millions d'euros en moins pour la ville, par les baies de dotation d'État. 43 millions d'euros, c'est l'équivalent de 2 groupes scolaires. Enfin, je tiens à dire, pour montrer qu'une ville comme Saint-Denis a perdu un accompagnement de l'État. Et à côté, on a l'État qui rachète un immeuble pour en faire une sous-préfecture, en pouvant y remettre les impôts et une sous-préfecture de plein exercice. On sait que sur la ville, c'est extrêmement demandé par nos habitants d'avoir une vraie sous-préfecture. Et au final, l'État qui change d'avis, peut-être qu'on va finalement aller où la Banque de France quitte Saint-Denis avec un service public en moins, et on va laisser l'immeuble Niemeyer. C'est un gâchis financier terrible, d'autant plus qu'il est en plein cœur de ville, alors qu'on essaie justement de redynamiser le centre de Saint-Denis comme l'espace dans nos constructions urbaines, qui est l'espace de rassemblement de l'ensemble des Dionysiennes et Dionysiens. Donc là, effectivement, c'est un regret, peut-être que sur ces sujets, est-ce qu'on a été assez au bout de la bataille? Est-ce qu'on n'est pas entendu? Est-ce que l'État, malgré ses redemontades, ne va pas au bout, lui non plus, de gâchis financiers? Je trouve que c'est un vrai regret de ne pas avoir ce bâtiment à qui on donne une vraie vocation de service public en plein cœur de ville. Très bien. Il faut qu'on arrive à faire un poil plus concis pour ensuite. On va essayer. Ouais. Je vais vous demander de vous présenter avant de poser vos questions. Et donc, je donne la parole à Nicolas Rambert. Vous vous présentez, puis ensuite, je vous laisse poser votre question au maire. Nicolas Rambert, résident à Confluence, le tout nouveau quartier au niveau de la gare. Ma question au maire, c'était quel était l'avenir du quartier Confluence, sorti de terre en 2015, alors que le promoteur vient de se retirer du projet en laissant de nombreuses friches un peu partout sur ce quartier. Vous y habitez depuis Depuis 2016. D'accord. Et du coup, ça vous laisse quel sentiment là actuellement Ça laisse le sentiment d'avoir un super projet sur plan, vendu par un promoteur qui était vachement présent au début, des aménagements pour les enfants divers et variés. Et on se retrouve avec un camp de Rome qui vient enfin d'être évacué en début de semaine, après de nombreux mois de relance au niveau de la mairie, de la police et de l'État. Un espace jeunesse où, mis à part avoir le trottoir quand il fait beau comme ça, ils ont un terrain vague à côté qui est impraticable. Et le 6B qui est mis en avant avec ses nombreuses soirées, qui est difficilement accessible parce que tout autour c'est barricadé par des tôles blanches. L'aménagement du 6B est toujours en stand-by. Alors, la situation de Confluence, Laurent Russier. Déjà, moi je reviendrai un petit peu sur le passé, parce que c'est vrai que c'est un quartier qui sort de terre en 2015. C'est un long travail en amont de la ville et de plein commune, parce que rappelez que le 6B, mais c'est une bonne image de beaucoup d'autres endroits de la ville. Rappelez le 6B, c'est Alstom, une entreprise présente qui ferme ses portes comme beaucoup d'autres entreprises sur le territoire, avec son lot de chômage et de malvie. Et c'est l'idée de dire, de cette grande friche industrielle, est-ce qu'on a fait un territoire de vie, parce qu'il est idéalement placé à proximité d'un lieu de transport, la gare de Saint-Denis, et puis à la confluence entre la Seine et le canal. Et effectivement, étant un terrain privé, on travaille avec un promoteur privé qui était à l'origine Brémont pour dire on a besoin d'aménager ce quartier et on veut nous apporter toutes les fonctions à ce quartier. Donc mixité dans le logement, de l'accession sociale et du logement HLM, construction d'équipements publics à proximité avec la nouvelle école Confluence. Rappelez quand même pour ceux qui connaissent le quartier peut-être d'avant, c'est que la rue du Port, auparavant, c'était une des rues les plus malfamées ou les plus compliquées de la ville. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et là-dessus, donc on avance beaucoup sur le projet. Alors bien sûr, tout n'est pas finalisé parce qu'on a encore le parvis ouest de la gare qui doit être un espace de service public, y compris d'amener des commerces qui manquent sur le secteur qu'on doit continuer à aménager. Mais surtout, à côté, vous parlez d'un promoteur.
Et du coup, ça me conforte dans l'idée qu'on a besoin d'avoir une maîtrise publique finalement des zones à aménager. Parce que là, on fait confiance à un promoteur privé qui vend à un autre promoteur, Quartus, pour ne pas le citer. Quartus qui vient nous voir en disant, nous, si vous voulez qu'on aille au bout du processus d'aménagement, eh ben, on a besoin d'avoir plus de rentrées financières et on veut densifier le secteur. Donc, qui dit densifier, c'est construire plus de logements. On a mis un veto en disant non. Le projet a été construit, on a déjà beaucoup de logements, on a besoin d'avoir des espaces verts, c'est le jardin Fatima Bédard notamment, et donc on n'ira pas plus loin sur les logements, et d'où cette impression pour l'instant d'inachevé, mais on va aller au bout du processus où il y a effectivement une zone, notamment celle qui est proche du 6B, qui n'est pas totalement aménagée. Or, on a besoin sur le 6B qui est une vraie réussite, enfin, je redis, c'est une réussite d'attractivité par rapport à l'ensemble de la région parisienne. Ce sont énormément de résidents et de Saint-Denis dans des parcours artistiques qui sont présents au 6B, et on a besoin qu'ils s'ouvrent beaucoup plus sur la ville et sur son quartier, en l'occurrence Confluence. Sauf qu'on est effectivement pour l'instant dans un stand-by d'aménagement, parce que je me refuse à construire beaucoup plus de logements. Il faut qu'on soit en capacité de suivre en termes d'équipement, qui est la demande du promoteur. Donc on va retravailler pour pouvoir finir l'aménagement sans aller au bout des logements supplémentaires. Et puis c'est la difficulté sur ce nouveau quartier, dans un environnement, mais je pense que tout le monde le savait plus ou moins en arrivant, qui est l'environnement Nagar, qui n'est pas le plus simple en termes de tranquillité publique, et sur lequel on a besoin de continuer à amener la tranquillité dont ont besoin tous les habitants du secteur. C'est les c'est les médiateurs de nuit qui, du coup, à partir de septembre, viendront de l'autre côté du pont et seront donc présents, du tunnel, et sont donc présents sur le quartier Confluence. C'est le travail que l'on mène avec le commissariat, et notamment l'équipe dédiée Île-Saint-Denis-Gare, pour qu'elle soit beaucoup plus présente sur le secteur. Et puis, c'est continuer à aménager, notamment les commerces. On a quand même une boulangerie reconnue comme étant de qualité qui a ouvert, un restaurant à côté. On a sur la partie Confluence d'autres commerces qui vont ouvrir. Il faut qu'on arrive à amener effectivement l'ensemble de la ville sur le secteur. Mais c'est ça qui est toujours compliqué quand on a besoin d'aménager de la ville nouvelle on sait bien que les commerces souvent viennent en dernier instant, parce qu'ils attendent d'avoir la zone de chalandise suffisante pour pouvoir se développer. Donc c'est à nous de pouvoir accompagner ces mutations. Mais à quel horizon, du coup, l'achèvement de Confluence, vous voyez ça? Ah bah là on est en discussion, c'est même plutôt bloqué les discussions. Donc y compris on est en train de réfléchir comment on met Quartus en dehors du dispositif si il ne souhaite pas continuer à avancer. On a pris des engagements auprès des habitants. C'est hors de question qu'on y revienne. Donc il y a une fin de convention qui était à la fin de l'année dernière, fin 2018. On n'a pas re-signé la convention avec eux parce que c'est hors de question qu'on signe une convention sans avoir un vrai bilan avec Quartus. Et donc on se donne jusqu'à la fin de l'année pour redémarrer sur ce qu'il reste à aménager. Mais je le redis sur l'espace jeunesse, c'est important aussi qu'on ait des équipements publics. On a ouvert 2 espaces jeunesse sur le mandat, des équipements publics qui sont en cœur de quartier. Il faut qu'on arrive désormais de cet espace jeunesse à en faire un espace qui ne soit pas que dédié aux plus jeunes, mais qui soit des espaces intergénérationnels. On a une vraie demande des habitants et des collectifs d'avoir des lieux d'échange pour eux aussi, des lieux de convivialité. Et donc on souhaite que cet espace jeunesse s'ouvre plus fondamentalement à l'ensemble des acteurs du quartier et pas que pour les jeunes, même si c'est important en soi. On va passer la parole à Monsieur Flamand, qui va poser une question qui a égard au trafic de drogue et à la question de sécurité, qui est quelque chose qui est revenu par ailleurs dans différentes interrogations. Donc ça va être l'occasion d'en parler là maintenant, mais j'avais bien noté que c'était remonté dans différentes de vos questions. Monsieur Flamand, je vous laisse vous présenter et puis poser votre question. Je m'appelle Pierre Flamand, j'habite dans le quartier Delaunay-Belleville et je suis un dionysien depuis ma naissance, donc j'aime cette ville. Alors, la question telle qu'elle a été formulée, c'est quelle solution face au trafic de stupéfiants et aux multiples désagréments qu'ils engendrent dans différents quartiers, dont Delaunay-Belleville, qui est mon quartier. Et quel constat vous faites du coup? Oui. Plutôt que de poser la question comme ça, moi, j'ai envie qu'on ait un lieu de réflexion, en fait. Donc, c'est un peu pour ça que... Donc, ça, effectivement, je pense qu'il y a une part... de responsabilité de la mairie, la mairie doit être active, mais c'est bien plus complexe que ça, quoi. Et moi, cette question finalement de la drogue, elle me pose la question, j'ai toujours été acteur dans la vie sociale, et j'ai toujours pensé que c'est pas que les responsables politiques, autres, qui sont responsables, mais moi aussi j'y peux quelque chose. Et donc nous, les habitants, qu'est-ce qu'on y peut? Or, quand on constate la drogue, quand j'entends ces jeunes qui crient, qui préviennent en fait de l'arrivée des flics, moi ça me vide.
je me dis, mais je suis incapable, je peux rien faire. Voilà, je voudrais pouvoir avoir un levier d'action, quoi. Or, j'en ai pas. Voilà. Moi, je pense vraiment que les revendeurs, c'est plus des victimes de la société, même s'ils nous font chier, bien sûr, hein, mais c'est plus des victimes de la société, parce que au bout du compte, il y a des gens qui s'enrichissent un max avec ce truc-là, hein, et ça détruit des familles, ça détruit des jeunes à vie, parce que comment ils vont se reconstruire si jamais ils y arrivent, hein. Et qu'est-ce qu'on peut dire, nous? Bon, j'allais dire, déjà, la police existe, elle passe, elle fait, elle vient, mais bon, ils sont ridicules, quoi. Je veux dire, les crieurs préviennent, et quand ils arrivent, il n'y a plus personne, hein. Bon, alors, ils bossent, de temps en temps, ils font des prises, etc., mais dans notre résidence, il y a eu vente de drogue, ils sont partis, donc tout le monde est content, mais ils sont ailleurs. Donc, on n'a rien résolu. En plus, moi, comme citoyen, j'aurais envie de leur parler. Combien de fois, parce que depuis 72 ans, c'est arrivé, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des problèmes d'incivilité, hein. Il y a 50 ans, il y en avait déjà, hein. Il ne faut pas penser qu'à 50 ans, tout était merveilleux et que maintenant, c'est pourri, hein. Ça, c'est complètement faux, ça, hein. En tous les cas. Mais par contre, vous avez fait un cheminement qui vous amène à penser aujourd'hui avoir signé une pétition. Voilà, alors. En faveur de la légalisation, en tout cas en pensant. Quand j'ai reçu ça, j'ai écrit à un certain nombre de copains, je connais plein de gens, en disant, mais moi, je sais pas, ben moi, ça me fait peur quand même de légaliser le cannabis. Et en fait, une femme médecin m'a dit, oui, mais c'est moins pire finalement que qu'il ne soit pas légalisé. Donc j'ai pris la décision, j'ai signé. Donc ça, c'est un truc que j'ai pu faire, mais avec beaucoup de doutes, hein. Je ne sais pas si c'est bien. En tous les cas, j'aurais aimé qu'il y ait un lieu où j'aurais pu réfléchir avec d'autres si c'était bien ou pas de légaliser le cannabis. L'État là-dessus ne dit absolument rien. Bon, bref, voilà. Hein. Et puis, parler avec les gens pour leur dire quoi? Je vais leur dire, tu nous emmerdes, tu ferais mieux d'aller bosser pour gagner quoi? Pour travailler où? Avec quelle formation? Il ne suffit pas de leur dire des belles paroles ou de s'engueuler avec eux, ça ne sert à rien, quoi. Je veux dire, encore une fois, ils sont des victimes. Donc moi, mon propos, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, mais non pas qu'est-ce que monsieur le maire peut faire. Moi, j'aimerais bien... Vous pouvez compléter le propos, bien sûr, Thomas. En fait, c'est la même question. Moi, je suis aussi un habitant de Delaunay-Belleville-Sémar. Je suis arrivé plus récemment que vous dans la ville. C'est pas pour ça que je l'aime pas moi. J'aime cette ville. J'aimerais pouvoir y vivre bien, normalement. Je viens de la banlieue sud. Le choc est rude. Je vous cache pas. Vous êtes arrivé il y a combien de temps? Je suis arrivé il y a 5 ans. Pour vous présenter simplement. Ma compagne, elle est née ici et elle vit ici. C'est pourquoi on vit ici. C'est un choix. C'est pas un choix par défaut, c'est un vrai choix. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir fait ce rappel historique d'abord, c'était pas vraiment mieux avant en termes d'incivilité. Ensuite, j'aimerais qu'on revienne aussi sur vous en avez parlé tout à l'heure, les raisons structurelles de ce qui est en train de nous arriver. Vous en avez dit 2 mots sur la rupture d'égalité républicaine qu'on connaît, les quelques actions qui sont intentées par nos élus. Alors nous, on a accès au début des actions qui sont intentées. Je pense aux plaintes qui ont été déposées, mais qui, quand on en a des nouvelles, sont souvent des nouvelles c'est des plaintes qui sont déboutées. Je pense à la plainte qui a été déposée en 2018 par M. Peu, auprès du tribunal administratif de Montreuil, pour demander plus de police. Cette plainte a été déboutée, pour une raison de droit qui m'échappe. En attendant, c'est une plainte qui n'a pas abouti. En tant qu'habitant, moi, j'attends de mes élus qu'ils soient des outils pour servir la vie réelle de nos quartiers, de l'ensemble de la ville et de nos quartiers en particulier. Parce que ce que je constate à Delaunay-Belleville, c'est qu'il y a un cap qui a été passé. On l'a vu avec les intrusions à l'école. La mairie a réagi vite. On ne peut pas lui enlever ça. Vous avez fait poser des grillages, vous avez fait régler l'éclairage. Le problème, c'est qu'on est sur des mesures sparadrap, et je pense que vous le savez. Le problème, c'est pas de rehausser des grillages, c'est pas de poser des caméras. Vous parliez de 80. Par contre, on va laisser du coup le maire répondre quand même sur les... J'aimerais juste finir sur ce thème-là, c'est-à-dire
ce qu'on constate, c'est qu'il y a une action, elle est souvent, à mon sens en tout cas, placée au mauvais endroit, quoi. On n'a pas de réponse structurelle. On comprend que les réponses structurelles, elles sont plutôt à l'échelle de la préfecture, donc de l'État. On comprend assez bien que vous avez peu d'influence sur ces décisions-là. Je pense à la contractualisation du budget de la ville, vous pourrez peut-être en dire deux mots. Enfin, en gros, ma question du fond, c'est quoi vos marges de manœuvre et qu'est-ce que vous pouvez réellement à cette situation qui se dégrade, notamment en termes de trafic et dans toutes les dimensions qu'il implique. C'est-à-dire pas seulement la sécurité, mais l'accès au droit, l'accès à la santé et l'accès à la justice des citoyens du quartier, mais de la ville et d'autres villes identiques, puisque vous n'êtes pas le seul maire à vous être associé à la dernière plainte qui a été peut-être déposée, mais pareil, on n'en trouve pas la trace. Je pense à la plainte qui a été déposée ou qui doit être déposée par qui est toujours en cours. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Non, mais peut-être, enfin déjà, moi, revenir, pour être en accord avec ce qu'a pu dire Pierre ou ce que vous avez dit aussi, c'est que on est devant un constat d'échec national par rapport à. Quand je dis national, c'est pas uniquement que ce serait que l'État qui sera en faillite, hein. C'est de manière collective. On a quand même le pays qui se targuait d'avoir une politique en la matière de lutte contre les stupéfiants, ce qui est quand même ce qui pollue la vie de manière peut-être la plus importante, la vie de nos habitants. Qui se targuait d'avoir une politique répressive en disant vous allez voir, on va réussir à faire reculer la consommation de stupéfiants. Résultat, on est le pays, en tout cas de ceux en Europe où la consommation de stupéfiants est la plus importante. On est le pays sur lequel les trafics ont changé depuis 5 à 10 ans et sont plus les mêmes qu'auparavant, avec très peu de marchandises sur place, parce que c'est une alimentation régulière par ceux, et Pierre Flamand a raison, par ceux qui tiennent les trafics, qui sont très loin qui sont très loin des théâtres d'opération et qui sont en train de détruire notre jeunesse en faisant travailler des jeunes ou des trop jeunes pour moi qui devraient être à l'école dans un parcours éducatif. Et donc là, on est devant un échec global. Une fois qu'on est dit devant un échec global, c'est qu'est-ce que l'on fait ensemble. Et moi, je suis d'accord que la solution, elle peut être que partagée. Pour ce qui est de la ville, parce que le maire et la ville a forcément un rôle à jouer. Ne serait-ce parce qu'on est coproducteur de sécurité, ça serait trop simple de dire que c'est que l'État, mais parce que aussi on a un devoir, je disais tout à l'heure, un désengagement fort, c'était comment on accompagne notre jeunesse. Moi, ça me désole, ou même plus que ça m'horrifie de voir tous ces jeunes qui sont en train de bousiller leur vie future. Et c'est ça la réalité. C'est que c'est des jeunes qu'on retrouvera quand ils auront 20, 30 ou 40 ans, qui, on l'espère, et heureusement pour la plupart c'est le cas, redeviendront dans une vie plus normale et se rendront compte qu'ils ont loupé leurs études, qu'ils ont loupé leur vie active et seront dans les plus grandes difficultés. Là-dessus, moi, je pense qu'il faut qu'on agisse déjà sur qu'est-ce que l'on fait par rapport au trafic de stupéfiants. Et là, on fait forcément état des inégalités subies par la Seine-Saint-Denis. Non seulement ce qui nous a convaincus à plusieurs maires du territoire de pleine commune, mais aussi ailleurs dans le département de déposer plainte, on verra ce que donne la plainte, mais c'est un moment ou un autre, on ne peut pas avoir de manière régulière, année après année, des rapports entre le défenseur des droits, le nouveau rapport parlementaire qui montre que sur justice, éducation, police, pour retenir que ces trois champs qui ont vraiment été étudiés, sur lesquels il y a des inégalités structurelles en Seine-Saint-Denis, moins de moyens ici, alors qu'on voit bien que dans ce que l'on doit accompagner pour lutter contre les stupéfiants, les trois sont fondamentaux. Le paquet sur l'éducation pour éviter que les enfants soient en décrochage, le paquet sur la police pour qu'on ait une police de proximité qui circule et qui mette à mal les trafics, et notamment la police judiciaire pour remonter les filières, et le paquet sur la justice pour qu'on ait un débouché judiciaire à tout cela. Sur les guetteurs, ce qui est quand même inadmissible, qu'il n'y a qu'en Seine-Saint-Denis que ça se passe comme ça. Sur les guetteurs, il y a des moyens d'agir. Ils sont jeunes, je ne demande pas qu'ils aillent en prison, je ne demande pas à ce qu'on renforce la loi, elle est déjà assez répressive. Sauf qu'un jeune qui fait le guetteur et à minima en complicité passive d'un trafic de stupéfiants, il faut qu'il y ait un rappel à l'ordre, il faut qu'il y ait la convocation des parents, ne serait-ce que pour rappeler que ça ne se fait pas. Il faudrait qu'il y ait des travaux d'intérêt général. Ça se fait dans d'autres départements. Ici, comme c'est des procédures qui sont ouvertes et qu'on n'a pas assez de magistrats ou de greffiers, la procureure, elle l'assume. Elle dit avec les moyens que j'ai, désolé, ça pour moi c'est secondaire. Mais à un moment ou à un autre, ne pas dire aux jeunes, même si ça ne serait que la moitié qu'on arrive à sortir de ce qu'ils sont en train de faire, ne pas arriver à dire aux jeunes, ce que vous faites, c'est totalement illégal, vous mettez votre futur en danger et vous embêtez tout le voisinage, y compris vos parents ou vos familles, c'est un moment aussi, je trouve, une non-réponse de la part de l'État. Et puis, quand je dis qu'on doit accompagner nos jeunes, c'est que non seulement on est le pays où il y a le plus de consommation, mais en plus on est le pays sur lequel le taux de chômage des jeunes et le taux de décrocheurs est le plus élevé en Europe.
Donc à un moment ou à un autre, là aussi, il faut qu'on mette le paquet sur comment ces jeunes-là, on les remet dans un parcours éducatif. Il y avait un reportage, je crois, sur France 2, comme tu parlais de France 2 tout à l'heure, qui était à Chambéry ou je ne sais pas où, en Savoie, sur des jeunes qui étaient décrocheurs et sur lesquels on adaptait aussi l'enseignement pour les remettre et leur redonner goût à l'école et leur faire comprendre que c'est important le parcours éducatif. La ville fait beaucoup en la matière, la ville et le département d'ailleurs, on n'est pas seul, sur accompagner les décrocheurs, mettre à disposition des collèges les moyens que ceux qui sont expulsés ne soient pas dehors, où c'est malheureusement la plus mauvaise des écoles, quand vous êtes livré à vous-même et qu'ils soient remis dans un collège, parfois dans le même collège, avec un travail pour les remettre dans l'éducation. Et là-dessus, moi, la question de la dépénalisation du cannabis, je pense qu'il faut qu'on se pose la question. Moi, on peut être maire et ne pas tout savoir, je ne suis pas médecin. À un moment ou à un autre, il y avoir aussi la question de la santé publique par rapport à nos jeunes ou moins jeunes. Mais on est à 3 ans du futur présidentiel, ayons ce débat un peu dépassionné, on sait bien que ça sera impossible à la prochaine présidentielle, pour voir ce qui s'est fait dans d'autres pays, qu'est-ce que ça a entraîné comme effet pervers, qu'est-ce que ça a permis d'améliorer. Ça, c'est déjà documenté en fait. Le maire de Villeurbanne, chez qui part le directeur de notre théâtre, Jean-Bernard connaît une situation similaire en tout point. Le maire, fatigué par cette question persistante, parce qu'en fait, elle structure la façon dont on vit ici. Je suis désolé de le dire comme ça, mais à DBS, le deal structure la vie quotidienne. C'est impensable. On vit avec ça et on dit rien. À Villeurbanne, le maire a monté des assises en 2018, qui ont évidemment débouché sur rien. En fait, moi, mon désespoir, c'est qu'on s'accroche à des plaintes, on ne sait pas si elles vont aboutir, je pense à des plaintes structurelles, quand même, des maires qui traînent l'État en justice. C'est des démarches qui ont commencé en 2009, à l'époque de la HALD, qui a ensuite fusionné avec le défenseur des droits. La question, c'est quoi? C'est d'avoir raison devant l'État. Tout le monde sait qu'on a raison. Qu'est-ce qu'on fait pour obtenir gain de cause, pour obtenir cet argent qu'on nous doit, pour obtenir ces personnels qu'on nous doit, et pour leur donner les moyens de travailler? Mais là, je dis un dernier mot, parce que ça me tient à cœur. Je pense à ce jeune qui a perdu la vie, Luigi. Il y a une série d'articles sur Les Jours qui est parue ces derniers mois. Le dernier volet de cette série parle de l'état calamiteux dans lequel se trouve l'aide sociale à l'enfance dans le département de la Seine-Saint-Denis. On parle de 1600 mineurs, donc des gosses en fait, des jeunes adultes comme vous voulez, mais des gosses en fait, qui sont en attente d'une décision. On ne peut pas demander à faire venir quelqu'un des services sociaux pour constater une situation, ça prend des mois et des mois, dans des situations qui sont toutes plus urgentes les unes que les autres. Les gens n'ont pas les moyens de travailler correctement. Et la liste, on pourrait la faire dans tous les domaines. La maternelle, c'est pareil. Tout le monde est épuisé en fait. Donc au-delà de, je comprends, je vois qu'il y a du travail qui est fait à la mairie, ça c'est pas remis en cause. La question c'est, pour ce problème structurel profond, qu'est-ce qui est mis en œuvre et qu'est-ce qui a une chance d'aboutir? Qu'est-ce qui pourrait être mis en œuvre? Non, mais là-dessus, peut-être, moi je finis comme sur la dépénalisation, à un moment ou à un autre, et quand je dis ayons le débat, mais effectivement, c'est extrêmement. De dépénalisation, là on parle de légalisation, parce que la dépénalisation. Oui, ou légalisation, vous avez raison. Non, il n'est pas pareil. Et après, la légalisation, il y a différentes modalités. Non, mais là-dessus, c'est effectivement assez documenté, puis surtout, on a des pays qui l'ont fait, entre ceux qui ont dépénalisé. Ne perdons pas de temps à refaire un constat qui est déjà fait. Non, mais d'accord, mais ça c'est plus dans les mains. Moi, je demande, j'ai été un peu comme ce que dit Pierre, je suis un peu novice en la matière et je considère que désormais, il faut. Non, mais bien sûr. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait, même s'il y a une bonne décision ailleurs, il faut que les citoyens la comprennent. Donc moi, je plaide pour qu'il y ait des débats, des explications, des lieux où on échange sur la question. Il ne faut pas la bonne décision qui tombe du ciel et qui est la meilleure, même si c'est la meilleure et que les gens ne comprennent pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on reperde encore 10 ans à faire un constat qui est déjà là. Moi, je suis désolé, hein, j'ai 40 ans, je suis fatigué déjà, alors que je suis jeune encore, je suis plus jeune que vous. Je suis déjà fatigué, je me dis, mais quel temps perdu, quoi. Quel temps perdu. Et puis pour combien de gens? Il y a 110 000 habitants ici. Non, mais là-dessus, moi, je suis d'accord avec Pierre. À un moment ou à un autre, et quand on dit arriver à partager avec les habitants, ça prend pas 5 ans. Hein. La seule chose, c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait le taux de départ, parce que ça ne peut pas être un maire qui décide. Vous avez raison du maire de Villeurbanne. De la même manière, on a fait des assises ensemble contre les violences, ça date de fin 2018, où on avait enjoint l'État, la région, tous les partenaires à dire travaillons sur qu'est-ce que l'on fait par rapport à notre jeunesse. Pour moi, l'adulte doit continuer à être protecteur de sa jeunesse. Et être protecteur, c'est pas être laxiste. Quand vous parlez d'aide sociale à l'enfance, je trouve ça dramatique. On a juste derrière vous un foyer d'aide sociale à l'enfance qui ferme parce que le département, mis sous contrainte financière, fait comme tous les départements, essaie de réduire ses coûts. Pour moi, c'est dramatique. De la même manière que la prévention et les éducateurs spécialisés, dont on sait qu'ils sont tellement utiles, ça n'existe quasiment plus et ils sont totalement épuisés de ne pas être accompagnés. Sur les plaintes là-dessus,
Moi, je pense qu'il faut que l'on continue parce qu'il y a un double travail. Si on veut être entendu par l'État, et là je parle de ce qui a fait le plus bouger pour l'instant, et je vais expliquer en quoi il a bougé, mais pas suffisamment, l'État, c'est quand même le rapport parlementaire où enfin des élus de tous bords politiques, et pas que de Seine-Saint-Denis, où on a toujours l'impression que les maires, les députés sont que des pleureurs, ou les habitants qui viennent se plaindre, on n'a pas assez, c'est pas qu'on n'a pas assez, c'est qu'on n'a pas pareil qu'ailleurs. Et de quel droit on serait des habitants de seconde zone ou qui compteraient pour du beurre? Quand je dis ça, c'est que quand pendant des années on n'a pas eu un seul policier supplémentaire pour 25 000 habitants en plus, c'est comme quand on est jeune au foot, c'est-à-dire que les 25 000 habitants comptent pour du beurre. Vous n'existez pas en fait, on ne vous met pas des moyens pour vous accompagner. Sur les plaintes, on verra en quoi vont aboutir les plaintes. On travaille là avec les différentes mairies, avec nos avocats pour pouvoir déposer une plainte. On espère qu'elle aboutira. Mais entre la plainte, la mobilisation des habitants, parce que ça c'est extrêmement important, ce qui se passe autour de Victor Hugo Balzac, pour moi c'est ce qui est quasiment de plus important. Parce que quand les habitants disent ça, ce sont aussi nos quartiers, pour nos enfants, et que ça fait venir les médias, malheureusement à un moment ou à un autre, on se dit que ça passe aussi beaucoup par les médias, c'est ce qui fait bouger le plus le gouvernement. Mais après là-dessus, comme on a un droit de réclamation, par contre il faut qu'on avance. non mais juste là-dessus, comme on a un droit de réclamation, mais justement, mais comme on a un droit de réclamation, moi il y a une chose sur laquelle je suis en désaccord, c'est que le Premier ministre, interpellé par les députés sur la mission d'évaluation, dit mais pas de souci, on va voir quel est le retard de la Seine-Saint-Denis sur les 3 champs et on a rajouté la santé, et on fait des groupes de travail à l'échelle pilotés par le préfet de Seine-Saint-Denis. Mais ça, pour moi, je le dis clairement, c'est du foutage de gueule. Parce que si on mandate le préfet pour étudier ces questions, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on va demander à la Seine-Saint-Denis, entre nous, entre l'État local défaillant, entre les villes qui ont pas ces moyens et qui en enlèvent, de régler nos problèmes entre nous. Pour moi, ça doit être une vraie solution portée par l'État et sur lesquelles les collectivités ont toute leur place à prendre, et notamment le maire. Mais il faut que ce soit une réponse qui soit globale. Et on ne peut pas demander au préfet, parce que les premières réunions, elles vont dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que font les villes? Est-ce que vous avez tous assez mis de caméras? Est-ce qu'il y a assez de policiers municipaux? Enfin, à un moment ou à un autre, c'est pas la police municipale qui va régler le trafic de stupéfiants qui pourrissent notre vie. Donc, il faut aussi... et là-dessus, je pense que la plainte, c'est un moyen. Je ne sais pas si elle ira jusqu'au bout, parce que faire condamner l'État, je crois que tous ceux qui sont essayés, c'est pas... Mais avec les habitants qui se mobilisent, les élus, ces plaintes-là, je pense qu'on a un moyen quand même de faire bouger sur certains domaines. On a obtenu des policiers, ça peut être qu'un sparadrap, ce n'est qu'un sparadrap. On a obtenu des moyens supplémentaires politiques de la ville, ce n'est qu'un sparadrap. Enfin, il vaut mieux les avoir en attendant d'être au moins à égalité républicaine. Mais il faut effectivement qu'on soit pris en compte comme tous les autres territoires. Ce qui est normal ici, et je finirai là-dessus, ça rapporte à blagueur. Quand vous dites que ça structure des habitants, c'est que moi, enfin, je sais pas si c'est m'angoisser, mais c'est que ce qui me fait peur, c'est que nos gamins qui aujourd'hui ont 5, 10 ans, 15 ans, et ben pour eux, ça sera normal que dans un quartier, il y a le boulanger, il y a le trafiquant de drogue, il y a l'assistance sociale quand elles existent encore, mais que c'est devenu que la drogue finalement, ou la délinquance devient un acteur comme un autre d'un quartier, qui fait vivre des habitants, qui fait gagner de l'argent, et ça, il n'y aura rien de pire que quelque chose qui est illégal et qui doit être de l'ordre de l'exceptionnel qu'on doit combattre, que ça devienne la normalité pour beaucoup trop d'enfants de nos quartiers. Comment on est en train de les structurer pour leur avenir? On reviendra vers vous, Thomas, plus tard sur des questions d'aménagement. Imen Elfir Chichi, vous êtes parent d'élève à l'école Opaline, vous habitez La Plaine. Voilà, je vous laisse vous. Collège également à Valmassy, Imen Elfir Chichi, habitante donc, du quartier La Plaine Saint-Denis, quartier plus populaire. Alors malheureusement, le thème de l'insécurité effectivement revient à peu près dans tous les quartiers, puisque nous ne sommes pas exemptés de cette problématique malheureusement. Alors, je rejoins mes camarades, puisqu'il y a Porte de la Chapelle, malheureusement, avec beaucoup d'agressions. Les habitants ont un petit peu peur de prendre le métro, de s'arrêter au tramway également. Vous faites référence à la situation avec les migrants, c'est ça? Alors, il y a d'une part les migrants, avec certaines incivilités, et puis malheureusement le fait que la police était venue les déloger à un moment, ils reviennent toujours malheureusement, et ce n'est pas leur faute. Encore une fois, c'est un abandon de l'État. Donc il y a les problèmes d'hygiène. Alors il faut savoir que, hormis le fait que malheureusement ils continuent à uriner sur les trottoirs, à jeter les papiers, sur les trottoirs aussi parce que certaines associations viennent leur donner à manger, et heureusement. C'est une situation très problématique en fait. On parle aussi des rats, une invasion de rats. Moi la dernière fois que je marchais, c'est quand même, c'est un petit peu choquant de marcher à côté de rats quand même, c'est pas normal. Quand on a des enfants également. Et je rejoins également en fait mes camarades sur le fait que l'insécurité concerne également les parcs. Les parcs où vont nos enfants, c'est-à-dire de 0 à 3 ans et puis plus grands.
Alors, il se passe que les jeunes amènent des chiens qui ne sont pas en laisse. Déjà, ils n'ont même pas le droit de faire entrer des chiens dans un parc. Donc les chiens peuvent valdinguer comme ça partout dans le parc. Ensuite, il y a les motocross. Il y a également le fait que certains jeunes ou peut-être certaines communautés, je ne sais pas, font des fêtes tard le soir dans les parcs et donc laissent le champ un dépotoir lamentable le matin. Donc nos enfants, quand ils vont au parc, ils ont droit aux canettes et aux bouteilles d'alcool. Donc c'est quand même très dangereux et c'est problématique. Juste, je voudrais finir sur le fait que le quartier de la Plaine Saint-Denis est un quartier en plein essor et c'est très bien. Avec les JO qui arrivent, c'est très très bien. Les habitants déplorent un pullulement du béton, pas assez d'espace vert, pas assez d'équipements sportifs ou de lieux sportifs. On est obligé d'aller un petit peu loin. Certes, il y a le gymnase Irène Popa, mais ça ne suffit pas. C'est une remontée des habitants et on aimerait savoir ce que propose la ville, en tout cas dans les années à venir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que nos jeunes, comme vous dites, puisqu'il y a une politique éducative très intéressante sur Saint-Denis, et ça, il faut quand même le saluer, c'est vrai. D'ailleurs, je reviendrai après, si on a le temps, sur les cités éducatives que vous aviez abandonnées, et a priori ce n'est plus le cas. Donc, certains habitants aussi voudraient avoir votre réponse là-dessus. Voilà. Et la privatisation des cars scolaires aussi, qui est un grand problème pour nos élèves. Oui, c'est un grand problème puisque vous n'êtes pas sans savoir tous les dysfonctionnements qui se sont passés ces dernières années et surtout cette année où nos enfants ne sortent pratiquement plus parce que la sous-traitance des cars scolaires en fait fait que ils ne viennent plus, ils font ce qu'ils veulent, les compagnies de cars, et c'est un grand problème. Les professeurs, et ils ont raison, ne peuvent plus faire de sorties, ne peuvent plus avoir de projets pédagogiques parce qu'ils ont peur de ne pas sortir. Voilà, parce que les enfants sont déçus et ce sont nos enfants qui sont pénalisés. Donc toutes ces thématiques reviennent un petit peu, j'ai l'impression, sur un petit peu le même fond, c'est-à-dire un manque de moyens criant, oui certes, de l'État, mais qui se répercute directement sur nous. Alors nous, en tant qu'habitants, bien évidemment que nous pouvons faire des choses, mais si nous ne savons pas quoi faire, parce que vous, monsieur, bien sûr, c'est très bien ce que vous faites, vous vous documentez, vous cherchez, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont illettrés, il y a des gens qui sont allophones, donc ils ne peuvent pas chercher. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'habitants pour pouvoir justement nous mobiliser et faire en sorte que notre voix soit entendue? C'est ça la vraie question en fait. Parce que vous allez écrire au sous-préfet ou au préfet tout seul. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir une réponse? Non, malheureusement, votre voix seule ne compte pas. Alors, j'ai déjà parlé, c'est pas tout seul, mais on peut en rediscuter. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi mettre à contribution les habitants qui, comme vous, veulent se mobiliser. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, effectivement, puisque l'abandon de l'État fait que vous ne pouvez rien faire. Ou en tout cas, même avec ce que vous faites, c'est toujours insuffisant. Donc, qu'est-ce que nous, habitants, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir appuyer et pouvoir faire en sorte que cette ville soit à la hauteur des espérances des citoyens et à la hauteur surtout des espérances de 2024. C'est ça aussi, parce que Porte de la Chapelle en 2024, ce sera inacceptable. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de piscine, il y a les équipements sportifs également. Donc voilà, j'aimerais que sur toutes ces questions, vous pourriez nous donner en tout cas une prémisse de réponse et puis pouvoir nous dire ce que nous pouvons faire et contribuer à ce développement. Donc la question des incivilités, des nuisances, Oui. plus particulièrement sur la plaine, puis celle de son dynamisme et son développement. On ne rentrera peut-être pas dans tous les détails sur les cars et tout ça, voilà, parce que ça va être un peu compliqué. Mais déjà au moins sur ces deux points-là. Non, mais déjà, revenir sur la première des questions, c'était sur les migrants, puis vous avez fini par ça sur la porte de la Chapelle. Enfin, dire en la matière, là aussi, ça doit être par essence, on a, tout le monde le dit, une crise d'accueil des migrants, et ça doit être l'État qui doit donner une cohérence et être moteur en la matière. Je trouve ça totalement inadmissible que dans la France du XXIe siècle, dans l'Europe du XXIe siècle, on en soit encore à se dire qu'on n'est pas en capacité de bien accueillir la dizaine de milliers de migrants, parce que c'est pas plus, qui arrivent dans notre territoire. Et une fois de plus, l'État, en ne prenant pas de décision, laisse finalement les territoires d'accueil. Donc il n'y a pas de territoire d'accueil ou de première entrée, il n'y a pas que Saint-Denis, c'est la réalité aussi dans le sud-est de la France, à différentes frontières, aux collectivités de se débrouiller. Je donne deux exemples. À chaque fois, vous l'avez dit, à force que ça devienne insupportable, à la fois la situation humanitaire des migrants qui vivent dans des conditions déplorables, et puis pour les habitants des quartiers, pour qui la vie forcément devient beaucoup plus compliquée, on a l'État qui régulièrement, il devra en faire une bientôt aussi, fait ce qu'on appelle des mises à l'abri d'évacuation.
Mais ce que l'on demande, c'est pas une mise à l'abri, c'est comment il y a un vrai parcours ensuite qui accompagne ces migrants et qui ne fait qu'ils ne reviennent pas 15 jours après, soit à la porte d'à côté quand on parle du périphérique, soit sur le même secteur. La ville de Saint-Denis, là aussi en la matière, a pris à chaque fois sa part de responsabilité en mettant des locaux à disposition. On a ouvert avec la ville de Paris un accueil de jour à Porte de la Chapelle. C'est 150 000 € de gestion pour l'accueil de jour. Ce sont les impôts des Dionysiens et des Parisiens qui le payent, alors que ça devrait être une politique de l'État. Donc ça pose quand même un vrai problème. On a installé pour essayer que ce soit le moins compliqué possible. C'est pour 3 mois. Ah oui, en plus c'est que pour 3 mois. C'est que pour 3 mois, ça coûte cher et l'État s'en désengage. Et à chaque fois, nous, ce que l'on met en place, c'est que ça fait des moyens de propriété supplémentaires que là aussi on paye avec les deniers publics des habitants de pleine commune ou de la ville. Et on a installé des fontaines, des bennes à ordures, des toilettes, et on voit bien que c'est malheureusement encore insuffisant. Donc là, vraiment, un autre, il a bien la responsabilité de l'État de bien traiter, et nous, on est prêts en plus à accompagner, comme souvent, en disant pas de problème de mettre y compris un lieu à disposition, à condition qu'il soit géré par une association payée par l'État pour que cela se passe bien pour les habitants du quartier. Sur les incivilités, on a beaucoup augmenté, enfin ça a été dit, pendant le mandat, parce que l'objectif c'est de revenir sur ce qui a été fait pendant le mandat, à chaque fois en renforçant, en créant des brigades vertes, alors certes c'est plus sur le centre-ville, en augmentant les agents présents dans les parcs et jardins, ce sont nos gardes de l'environnement. Sur les problèmes des chiens, on a là aussi quelque chose qui est à double détente entre l'État et la ville. C'est le maire qui donne l'autorisation sur les chiens qui sont soumis à autorisation, qu'ils puissent être présents sur la ville. Par contre, après, c'est à la police de vérifier que les chiens, ils aient bien la muselière qu'elle doit avoir la muselière, ou qu'ils soient qu'ils n'êtes pas en danger. C'est pas une compétence de la police municipale. La compétence du maire, c'est ce que je cite moi, c'est quand il y a, vous savez, il y avait une loi sur les chiens, sur les croisements, que le chien peut être autorisé à circuler en ville et donner l'autorisation à son maître d'avoir, voilà, ça c'est le travail que fait le maire en lien avec les services vétérinaires, hein, et après c'est du pouvoir de la police, comme les rodéos d'ailleurs, hein, oui, comme les motocross, à un moment ou un autre, du pouvoir de la police d'arriver à mettre à mal ces nuisances. Alors on comprend bien que ça ne peut pas se faire quand la moto elle circule, parce qu'il n'y aurait rien de plus dramatique qu'un accident pour la personne qui conduit la moto ou pour des dégâts collatéraux, mais par contre il faut qu'on soit plus incisif sur la confiscation de ces motos lorsqu'elles s'arrêtent. C'est le travail qu'on mène notamment, comme c'est une de mes fonctions, par exemple, une commune d'habitat, qu'on mène en lien avec la police nationale pour confisquer les motos lorsqu'elles s'arrêtent et que ça met en danger personne. Le deuxième sujet, c'était sur comment... On a déjà eu des motos prises. Ah bah bien sûr, régulièrement. Ça doit être 20 ou 30 chaque année, ça peut paraître dérisoire, mais c'est toujours ça de prix. Sur les problèmes, enfin pas les problèmes, sur les enjeux des Jeux Olympiques et Paralympiques. Enfin, moi, je le redis, ça fait partie des enjeux, c'est ce que je présente dans mes réunions projet 3D pour la ville. Ça fait partie de véritables atouts et d'opportunités pour la ville. Ça ne vient pas par hasard, parce que on a toujours une lecture, bien sûr comme le quotidien est parfois dur, on a toujours une lecture un peu négative ou pessimiste de la ville. Si les Jeux Olympiques, si le CIO ont choisi en grande partie Saint-Denis, c'est aussi parce que c'est une terre qui est dynamique, où on a une population qui est diverse, et la richesse de cette diversité de la population, c'est à l'image de ce que veut promouvoir les Jeux Olympiques sur la fraternité, et parce qu'on a en capacité d'avoir une compacité d'équipement. Mais pour nous, il faut que ça soit du coup un vrai héritage. Les Jeux Olympiques, pour moi, ils n'ont aucun intérêt si dans ce qui amène aux Jeux Olympiques et après, ça ne permet pas à mieux vivre et un héritage pour les habitants. C'est la raison pour laquelle cette piscine olympique qui va se construire en face du Stade de France, ça restera une piscine pour nos scolaires, nos clubs, nos... Vous pourrez appeler le nombre de créneaux qui a été négocié. Il y a 64 créneaux qui vont être libérés pour les scolaires, et ça permettra, entre le réaménagement de la piscine Marville au nord, la Baleine, donc existante au centre, et la piscine Centre aquatique olympique au sud, d'avoir enfin une piscine disponible pour tous nos scolaires, avec effectivement limiter le nombre de bus qui parfois arrivent un peu en retard et limite les créneaux, et permettre aussi à tout à chacun de bien nager. Et tout ça, c'était dans le cahier des charges, à un prix qui sont les prix comparables aux piscines. C'est hors de question qu'on ait une piscine élite. Dire justement sur la privatisation des cartes scolaires. Mais il n'y a pas de privatisation sur les cartes scolaires. Sur les cartes scolaires, mais comme font toutes les villes, c'est pas dans tous les quartiers, mais en tout cas sur la plaine Saint-Denis, si. Non, sur les cartes scolaires, je redis quelle est la politique de la ville. On a un service ville qui est au centre technique municipal, sur lequel ce sont des agents municipaux, ce qu'on appelle le service roulage, et des cars mis à leur disposition qui sont là pour rendre service aux clubs, aux associations, aux scolaires, et à côté, mais comme font toutes les villes, comme c'est des opérations très cycliques, on a beaucoup plus de besoins l'été ou le week-end que l'hiver ou que la semaine.
on fait tous appel, toutes les villes le font, à des prestataires extérieurs qui viennent compléter les besoins lorsqu'il y en a beaucoup de demandes. Et là, c'est le cas notamment en mai, juin, parce que tous les clubs, tous les scolaires ont sorti. Mais moi, je me mets un peu en faux, je suis désolé de vous le dire, mais par rapport mais vous l'avez un peu dit aussi, par rapport à l'accompagnement de la ville, il y a beaucoup de villes qui ne font pas autant que fait la ville de Saint-Denis sur l'accompagnement périscolaire, sur les projets, sur l'accompagnement des projets dans les collèges et lycées, alors que ce n'est pas du tout une compétence de la ville, sur les moyens mis à disposition, sur la cantine à 1 euro pour les plus fragiles. Quand je dis ça, c'est que quand on a le gouvernement qui dit ah bon, on va faire un plan propreté pour accompagner les plus en difficulté, on aimerait que les villes mettre la cantine à 1 euro, nous, elle est pour le plus bas revenu à 15 centimes. C'est-à-dire que la ville de Saint-Denis, déjà depuis, parce que c'était même en francs à l'époque, donc ça fait depuis plus de 20 ans, met à disposition des politiques qui accompagnent les plus fragiles. Et là, on a l'État qui a l'impression de découvrir la pauvreté et dire on va se lancer. Mais pourquoi, quand je dis que ça sert à Jean, c'est-à-dire que ce qu'ils mettent en place, on n'aura pas 1 euro de subvention parce que nous, c'est déjà en place à la ville de Saint-Denis. De la même manière, pour les critères sociaux pour les places en crèche. De la même manière que tout ce que l'on fait dans les écoles, où, je le redis, c'est parfois compliqué sur les ATSEM dans les écoles maternelles, parce qu'on sait que c'est des métiers qui sont usants, on a une pyramide des âges de nos employés qui est élevée, et donc de l'absentéisme un peu trop important, c'est ce à quoi on travaille pour le résorber. Mais je rappelle que la réglementation, c'est une ATSEM par maternelle, pour toute une maternelle. Nous, on a fait le choix d'être beaucoup plus exigeants et d'avoir une ATSEM pour chaque petite section et une pour 2 moyennes sections. Ce qui a un engagement de présence humaine scolaire beaucoup plus important. Enfin, sur les espaces verts, vous avez raison, c'est non seulement c'est depuis toujours, j'allais dire, mais une demande forte des habitants. À la Plaine, si on fait le bilan sur les 6 dernières années, on a ouvert énormément de parcs, le square de la Cristallerie, le square des Acrobates, même si en ce moment il y a des travaux pour le Grand Paris Express, donc qui est en partie utilisé à des travaux. À chaque fois qu'on fait un projet d'aménagement, c'est vrai sur le futur village olympique, ce sera 1 hectare d'espace vert. C'est vrai sur le futur quartier qui accompagnera le centre aquatique olympique, là aussi 1 hectare d'espace vert. On a besoin effectivement d'amener plus fortement la nature en ville. C'est la raison pour laquelle on est quand même la seule ville qui touche Paris à avoir une ferme urbaine de plus de 4 hectares. Il y avait la présidente de la région qui est venue inaugurer, parce qu'elle a financé une partie du dispositif, qui était surprise, qui disait je ne savais même pas qu'il y avait une ferme dans les villes qui sont à proximité de Paris. Donc nous-mêmes, parfois, on est toujours un peu en train d'intérioriser les vraies plus-values de Saint-Denis. De la même manière qu'à la Plaine, on a un centre municipal de santé. Il n'y a aucune ville qui se développe qui crée des centres municipaux de santé. Donc c'est aussi mettre en rapport ce que la ville met en termes d'équipement public. C'est sûrement pas suffisant, il faut qu'on aille plus loin. Mais dernier point sur la nature en ville, ça fait partie de... Et là aussi, moi, je mets carte sur table parce que c'est tellement simple, notamment quand on va rentrer dans des périodes municipales où on peut tous faire des promesses. Mais à un moment ou un autre, aménager un quartier ou un bout de ville, c'est mettre, et malheureusement, c'est aussi financier, mais quand on a moins de financier, quelles sont les recettes d'un côté et les dépenses. Si on veut plus d'espace vert, plus d'équipements publics, encore au-delà de ce que l'on va, il faut qu'il y ait plus de recettes. Donc, en gros, c'est augmenter les prix de l'immobilier. C'est ce que fait le maire de Saint-Ouen. Il a dit, je vais ouvrir un grand parc. J'ai mes prix immobiliers qui sont à 6 000 € du mètre carré. Donc, à un moment ou à un autre, c'est en toute connaissance de cause qu'il faut que nos habitants se disent on a envie de pouvoir continuer à vivre dans la mixité et que chacun continue à avoir sa place à Saint-Denis et que mes enfants ne soient pas obligés de partir contre leur gré beaucoup plus loin du cœur de la métropole où il y a tous les services. Mais ça veut dire qu'on a effectivement un peu moins de recettes et donc c'est plus compliqué pour avoir des équipements publics, d'où la bataille que l'on fait pour les mener. Mais c'est aussi des enjeux financiers qui doivent être posés de cette manière. Vous faire croire qu'on peut faire 14 hectares d'espace vert et que ça ne coûte rien du tout, c'est se moquer de la gueule des futurs électeurs. Parallèlement, il y a quand même beaucoup de constructions, un nouveau collège intercommunal. Ouais. Voilà, aussi, il y a énormément de constructions. Donc, c'est aussi normal qu'il y ait une création d'espace. Bien sûr. Aussi. Voilà, c'est juste un... Non, mais juste peut-être sur le logement, parce qu'au moins ça évitera si. Ouais. Mais là-dessus, vous avez raison, c'est normal qu'il y ait des espaces verts. Et puis en plus, on voit bien, on a l'impression qu'on découvre que la région parisienne est polluée. Ça fait plus longtemps qu'on le sait, mais ça prend une ampleur beaucoup plus importante parce qu'à juste titre, les familles, les habitants s'inquiètent pour eux et pour leurs enfants. Donc il faut qu'on ait beaucoup plus d'espaces verts, qu'on fasse diminuer la pollution. Enfin, quand on a inauguré le square Robert de Cotte, ça paraît tout bête parce qu'il n'est pas immense, mais enfin c'était un ancien parking et on en fait un espace végétal en cœur de ville. Mais sur le logement, c'est la même manière. Ça fait partie du débat où on ne peut pas être refermé sur nous-mêmes. Saint-Denis réfléchit à l'échelle de Saint-Denis. On a besoin de loger à des prix abordables plus d'habitants en région Île-de-France. Tous les gouvernements successifs disent on a une ambition de construire et qu'on ne tient jamais. À un moment ou à un autre, la question se pose. Est-ce qu'à proximité des transports, et à Saint-Denis, parce qu'on s'est battu pour avoir le futur Grand Paris Express, qu'on a un grand maillage du transport, est-ce qu'on développe des
des logements à proximité, on intensifie à proximité des transports, c'est moins de voitures à utiliser, c'est le meilleur moyen d'aller aux endroits où se trouve le travail et pour le loisir et la culture, ou est-ce qu'on continue à penser que l'étalement urbain, Europa City, la Seine-et-Marne avec des lotissements partout, ou le Val d'Oise, moi je crois que d'un point de vue écologique, il vaut mieux intensifier tout en étant respectueux des équilibres, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de zones, c'est d'ailleurs la partie sud-confluence dont on parlait tout à l'heure qu'on arrête d'aménager, c'est pas le nord hein, mais le sud-confluence. On a beaucoup de zones sur lesquelles on met un peu la pédale sur le frein, mais à un moment ou à un autre, je pense qu'il faut intensifier à proximité des équipements et des transports. Sinon, ça veut dire qu'on continue à détruire de la campagne, des espaces verts, de la nature dans d'autres départements. Et même si je suis maire de Saint-Denis, à un moment ou à un autre, on a tous porté une vision pour la métropole. Qu'est-ce que l'on veut pour cette métropole? Est-ce que tout le monde peut habiter au cœur de la métropole? Ou est-ce qu'on considère que les lotissements, les voitures polluantes et continuer à détruire la campagne, c'est un idéal pour tous les Français? J'y crois pas. Je vais donner la parole à Leïla. Je vais vous demander de présenter. Ça va rebondir un petit peu avec les questions de propreté qu'a commencé à évoquer Imen. Bonjour, merci déjà pour l'invitation au JSD. Madame Esbati Leïla de la cité ALIND. Je représente l'amicale Mieux Vivre à PCH. Ma question aujourd'hui, c'est concernant le manque d'entretien sur la cité ALIND. Une dégradation pas possible. Moi, comme je dis sur le manque d'entretien, c'est par rapport aux aires de jeu des gamins. Concernant les aires de jeu, les gamins, là on arrive à la fin de la scolarité et les gamins ne peuvent même plus y jouer. Car sachant que l'accès est carrément dédommagé, les aires de jeu sont dégradées. Après, je vais parler concernant la propreté. On ne sait même plus si c'est la ville ou PCH qui entretient les aires de jeu, les espaces publics. Et la verdure, c'est vrai qu'on a de la verdure vraiment très jolie. C'est le manque d'entretien. Il n'y a plus d'entretien sur la cité ALIND. Et à chaque fois que je m'adresse à PCH, on me dit non, c'est la voirie, il faut appeler Allo Aglo. Allo Aglo me dit que c'est PCH. Honnêtement, je ne sais même plus vers qui me diriger. Il y a ça, et puis sur la question sur l'accessibilité aux handicapés. Alors ça, peut-être qu'on laissera Madame Roiba en parler parce qu'elle voulait en parler. Donc voilà. Donc sur les questions d'entretien, de propreté, ça renvoie aussi un petit peu à la question des espaces verts où on trouve un peu de tout il y a des fois. Et puis du coup, ça renvoie aussi à votre autre fonction qui est président de l'Office Pleine Commune Habitat. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Madame Esbati? Mais là-dessus, ça fait partie, je veux dire, il y a les enjeux, je l'ai rappelé, les orientations fortes que porte la ville, les projets à venir et qui pour moi sont des vrais projets d'opportunité pour la ville, et puis il y a les enjeux du quotidien sur lesquels il faut que tous ensemble, et je dis bien tous ensemble, j'en dirai un mot, on progresse parce que sinon ça ne permet pas à nos habitants d'avoir une vision crédible de ce que va devenir la ville. Et là-dessus, il y a la sécurité, on en a beaucoup parlé, et il y a la propreté. Sur la propreté, ce serait injuste de dire qu'on n'a pas les personnels et de Pleine Commune Habitat, je pense notamment aux gardiens qui font le maximum dans leur mission, les services de Pleine Commune qui font aussi le maximum. Bien sûr, les gardiens, si on en a. Mais si on en a régulièrement. Mais on n'en a pas. On en avait 4, je peux vous dire qu'on n'en a plus. Ah bah il n'y a pas de. C'est juste pas en même temps parce que c'est. Non, mais je parle pour Pleine Commune Habitat. Il n'y a pas d'immeuble Pleine Commune Habitat à Confluence. Donc ça interroge les autres bailleurs qui effectivement n'ont pas. Madame Esbati, on n'a pas de gardien. Juste simplement de PCH. Malheureusement. Mais donc du coup, on ne peut pas dire que nos gardiens et même les agents de Pleine Commune ne font pas l'effort nécessaire. Après, on a une problématique qui est réelle, que vous mettez en avant sur comment on arrive à mettre encore l'accélérateur sur mieux entretenir nos espaces. Pour moi, c'est un peu comme la sécurité. Tout le monde doit jouer un rôle. Il y a le rôle des habitants et comment la ville continue à sensibiliser que les espaces partagés, il faut aussi les respecter. Et on sait malheureusement qu'on a aussi des habitants qui parfois ont des mésusages sur l'espace public, pour ne pas le dire autrement, ou de l'irrespect. On a une problématique, on essaie de travailler avec Pleine Commune et arriver à beaucoup mieux faire comprendre à Pleine Commune, c'est que les moyens en termes de propreté ne peuvent pas être adaptés uniquement au nombre d'habitants ou au nombre de ce qu'on appelle le linéaire, le nombre de mètres carrés, pour être clair, d'espace public à nettoyer. On a aussi les usages, et on sait que Saint-Denis, pour moi, c'est une fierté, mais ça entraîne aussi des complexités. On est le lieu le plus vivant, le cœur battant de Pleine Commune. Et donc, on a beaucoup plus d'usages. Pour reprendre ALIND, c'est pas uniquement les habitants d'ALIND, on a l'université à côté, donc on a énormément de personnes qui viennent s'y garer, qui viennent, y compris dans les commerces à proximité, et donc il faut qu'on mette en adéquation les besoins, mais ça c'est des engagements financiers, mais là en l'occurrence on ne va pas dire que c'est à cause de l'État, c'est nous, mais il faut qu'on mette les moyens financiers en adéquation avec le nombre d'usages. C'est aussi tellement vrai sur le centre-ville, on voit bien qu'une rue elle peut être extrêmement propre le matin, moi j'habite à la gare donc je m'en rends bien compte, et parce qu'il y a énormément de passages sur le quartier, être mise en difficulté de propreté
dès le début de l'après-midi. Et donc là-dessus, on travaille avec l'équipe de pleine commune. La ville, y compris, met des moyens complémentaires pour accompagner. On a obtenu quelques avancées, notamment dans le nettoyage des places, pour que les places, et c'est vrai sur la place qu'il y a devant l'université, l'esplanade, elles soient nettoyées, parce que c'est par essence aussi des lieux de partage et de passage. Sur les aires de jeu, on a alors les aires de jeu, effectivement, c'est piloté par pleine commune, mais c'est la ville. Le rodéo de moto, c'est hallucinant. Mais ça, les motos, honnêtement, les gamins, c'est très dangereux pour eux. Mais ça, je le redis sur les motos. Nous, on a mis en place tout ce qui pouvait empêcher les motos de circuler. On met des chicanes et tout ça. À un moment ou à un autre, quand la police nationale, y compris à des ordres de la préfecture, de dire on ne suit pas une moto qui est en train de rouler pour mettre en danger personne, je ne vais pas demander, moi, aux gardiens de commune d'habitat ou même à mes policiers municipaux, allez-y, sautez sur la moto, empêchez-la de circuler. C'est un vrai problème. Je le minimise pas. On le voit aussi sur l'avenue Stalingrad qui amène jusqu'à l'université, ceux qui roulent à une vitesse et même en centre-ville. Mais pour finir sur la propreté, on a une autre question qui n'est pas simple, c'est celle des aires de jeu. Moi, j'ai demandé effectivement aux services de pleine commune et aux espaces verts qu'il y ait un nettoyage concomitant, voirie, aire de jeu ou petit espace vert. Parce qu'il est anormal que la rue ait été bien nettoyée et que les petits espaces verts qui sont à proximité. On est envahi de rats carrément. On est envahi de rats. Même les gamins, les pauvres, ils ne peuvent même plus y accéder. Et pas étonné. Sur les aires de jeu, on a quand même, et on vous donnera le plan, et même y compris à l'IND, on a un plan de remise à niveau des aires de jeu qui est pluriannuel. Chaque année, ce sont de nombreuses aires de jeu qui sont remises en état, ou des city-stades pour le sport de proximité. Sur les rats, dernier point, les rats, ça ne veut pas dire que l'engagement ne doit pas être fort, mais là aussi de tous. Les rats, si on veut combattre les rats, il faut être de manière beaucoup plus coordonnée. Et ça veut dire que quand pleine commune d'habitat, et dans des secteurs où c'est pas simple, parce qu'on a pleine commune d'habitat qui est propriétaire, pleine commune qui gère l'espace public, et parfois des copropriétés, parce qu'on a sur nos territoires tout ça, et des équipements publics, parfois de la ville, si tous ensemble, les 4 acteurs, on ne fait pas une dératisation au même moment, c'est faux de penser qu'on va déloger les rats. Les rats, ça se saurait ils existeraient plus sur Terre s'ils étaient intelligents, pas intelligents. Et quand c'est une dératisation que d'un côté, ils vont d'un autre. Et après, on a d'autres phénomènes, mais c'est la même manière, parce que je dirais un mot quand même aussi pareil sur les espaces verts et le fait qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires. Là aussi, il faut qu'on soit clair en un équilibre écologique. Et pas les rats, pourquoi ils prolifèrent? Et ça aussi, ça a été documenté. Il y a les travaux. Et c'est vrai que sur Saint-Denis, on a beaucoup de travaux qui les délogent. On a le manque d'hygiène. Et donc ça doit tous interroger, nous, être meilleurs sur la propreté, et que les habitants ne jettent pas les poubelles parfois trop facilement à côté des containers. Et puis il y a 2 sujets là c'est le réchauffement climatique, le fait qu'on ait des hivers beaucoup moins froids qu'auparavant. Il y avait la sélection naturelle qui existait, avec beaucoup de rats qui meurent l'hiver et de moins en moins. Et puis le fait qu'on a des produits, et tant mieux pour l'environnement, mais qui sont beaucoup moins dosés puissamment chimiquement, et qui du coup, auparavant, un passage tuait quasiment tous les rats, mais pour la santé de nos enfants, et c'était pas très bon. Et désormais, on a des produits, il faut passer 3-4 fois pour qu'ils soient aussi efficaces que les anciens. Mais de la même manière que quand on a fait le choix du zéro phytosanitaire pour le traitement des pieds d'arbres ou des espaces verts, désormais c'est l'arrachage à la main. Qui dit arrachage à la main dit que ça prend beaucoup plus de temps ou beaucoup plus de personnel. Enfin, au moins, on n'utilise plus de produits pesticides. Or, on voit chaque année les scandales d'un nouveau produit pesticide utilisé par les habitants sans savoir et qui se révèle être nocif pour la santé ou entraîner une malformation chez nos plus petits enfants et tout ça. Donc, à un moment ou à un autre, il faut aussi qu'on sache vers quelle société on veut aller. Je pense qu'il faut qu'on soit moins utilisateur de produits chimiques, et heureusement on a fait le choix bien avant d'autres d'avoir 0 produit phytosanitaire. Ça ne doit pas empêcher qu'on doit aux habitants, et que les habitants se mobilisent avec nous pour qu'on ait le minimum de déchets. Et donc le dernier point qui pour moi sera essentiel, c'est qu'on travaille tous ensemble à la réduction des déchets à l'origine, à la base. Moi je pense que pas que moi, tout le monde, quand vous achetez quand vous achetez votre paquet de brioche à Carrefour, le paquet de brioche, quand vous l'ouvrez, c'est un sac plastique, vous l'ouvrez, sachet individuel pour que ça reste toujours frais, vous avez une dizaine de sacs plastiques, voire pas plus, à un moment ou à un autre, ça interroge quand même sur les industriels, comment on les oblige à avoir moins d'emballage plastique. Quand on voit le déballage au marché, où la personne qui vient vendre du textile ou des vêtements ouvre son carton, et dans le carton, chaque chemise le lot de 10 chemises enveloppées dans un bus en plastique, chaque chemise dans son truc plastique et tout ça, à un moment ou à un autre, il faut aussi qu'à la base, on réduise, donc il envoie qu'on réduise la production de déchets. Il en va du comportement de chacun, mais il en va aussi de comment on oblige l'industriel. On est quand même le pays, ça a été dit il n'y a pas très longtemps, la France, on est le pays qui consommons le plus de produits plastiques. Enfin, à un moment ou à un autre, là aussi, il faut qu'on mette, ça ne peut pas être que des mots, il faut qu'on mette un moment, un autre, tout le monde devant ses comportements individuels et convaincre les industriels
si on avait arrivé à avoir 3 fois moins de plastique sur la ville de Saint-Denis, ça serait 3 fois moins nettoyé. C'est pas la seule solution, mais pour moi, ça y concourt aussi. Ma dernière question, s'il vous plaît. Vraiment rapidement, parce qu'il nous reste 10 minutes et je voudrais vraiment donner la parole aux 2 derniers intervenants. Et je vous laisse poser la question. Concernant la fresque qui a été inaugurée mercredi dernier, vous étiez présent, monsieur le maire, concernant l'inauguration de la fresque. Je peux vous dire qu'on a été mis sur le pied du mur, aucune concertation, aucune info. On nous a convoqué la veille pour le lendemain en disant que voilà, la fresque va être installée. Et j'aurais bien voulu combien ça a coûté cette fresque concernant cette installation, sachant que les locataires sont quand même un peu en colère, qui n'ont pas été informés par rapport à cette fresque. Non mais sur la fresque, alors pour moi ça fait partie de l'engagement qu'on porte tous pour rappeler, de faire entrer. Oui, c'est peut-être pas forcément. Sur Allende, dans un des bâtiments d'Allende, une fresque a été portée par des artistes. Effectivement, ça devait être mieux travaillé avec les habitants. Alors, j'entends que ça n'a pas été bien travaillé avec les habitants. La fresque, c'est un dispositif porté par l'AORIF. Alors l'AORIF, pour expliquer, c'est l'ensemble des bailleurs sociaux d'Île-de-France qui ont un groupement qui s'appelle l'AORIF et qui, pour développer, ce qui demande de beaucoup d'habitants, la culture dans nos quartiers, a décidé de faire des œuvres artistiques dans les quartiers. Donc ça a été pour nous, il y a une fresque à Villetaneuse et une fresque qu'on a souhaité mettre en place à Allende parce que c'était aussi une demande d'habitants de dire on a envie à un moment ou à un autre que nos murs, pas toujours très jolis, soient égayés. Pour rassurer les locataires pleine commune d'habitat, parce que je vois bien que tout de suite on pensait dans l'idée comment ça a coûté, c'est un dispositif porté par la ORIF, avec les cotisations que verse chacun des bailleurs. Donc on n'a pas demandé à pleine commune d'habitat d'y rajouter des fonds propres, donc des loyers des habitants pour financer cette fresque. Et ça fait partie de la même manière que sur toutes les opérations écoles, copropriétés, logement HLM et tout ça, on demande à ce que soit respecté le 1% culturel. C'est-à-dire qu'il y a 1% des coûts de chacune des constructions qui soit dans une œuvre culturelle. L'œuvre culturelle, ça peut être un tableau, ça peut être des ferronneries, des balcons murs retravaillés, ça peut être un processus artistique qui met en mouvement des habitants. Donc l'idée, c'est pas de faire sans les habitants, c'est comment on arrive à faire progresser la culture dans chacun de nos quartiers. Cette fresque-là, quand même. Mais je dis pas que c'est un coût, mais c'est pas supporté par. C'est pas supporté par le commun habitant propre. Et puis dans tous les cas, à un moment ou à un autre, c'est plus beau. Enfin, là, voilà, mais vous dites ça, et en même au niveau des locataires, le manque de communication au niveau des locataires, ils étaient quand même sur le pied du mur en disant tiens, il y a une fresque qui s'installe. C'est au moins de les informer au moins par info. On a des tableaux sur la cité Allende. Et le manque d'informations sur cette cité-là, il y a énormément un gros souci. Il y a un gros souci sur le manque de communication. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, peut-être, mais en l'occurrence, on se voit nous-mêmes assez régulièrement pour dire qu'on a quand même une attention portée sur la cité Allende. Je sais bien, et tant mieux, les avocats de locataires sont là pour défendre leur cité, et à juste titre, et vous faites votre travail, et heureusement que vous êtes présente, on voit tout de suite la différence avec une cité sur laquelle il n'y a pas d'amicale. Mais à un moment ou à un autre, il y a aussi l'ensemble des amicales qui me disent toujours nous, on est les délaissés par rapport aux autres. Il y a tout pour Floral Société. Floral Société, nous, on a quand même un transport, il y a tout pour Allende. Cosmonaute, nous, on n'a jamais rien, on n'a pas de commerce, alors qu'il y a le Leader Price. Alors certes, c'est la limite avec la Courneuve qui est juste à côté. À un moment ou à un autre, on n'est pas là pour se comparer et s'opposer les uns aux autres. C'est comment on est respecté dans le travail que vous faites d'amical et qui, pour moi, est excessivement important d'avoir des habitants qui participent d'un projet. Et la adjoint de quartier Allende, quand même, quand il était là. On ne va pas être trop dans le débat intra-PCH, Madame Esbati, parce qu'il reste encore 2 personnes et on n'a plus beaucoup de temps. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Madame Roiba, vous pouvez vous présenter, puis vous vouliez nous parler des questions justement d'accessibilité qui tenaient visiblement aussi à cœur à Madame Esbati. C'est Madame Roiba. Moi, c'est surtout, vous avez pu comprendre que c'est sur le handicap. Voilà, je voulais savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui va être envisagé. Et vous êtes vous-même concerné d'ailleurs. Hein. Oui, c'est bon. Non, mais enfin, je veux dire, ça compte aussi. Vous êtes confronté directement au problème d'accessibilité. Confronté et je suis aussi confrontée à la cause autisme. Bon, j'ai mon petit garçon et voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est envisagé pour l'avenir des personnes handicapées et qu'est-ce que vous appelez priorité. Qu'est-ce qu'on priorise en matière d'accessibilité sur ces questions? Là-dessus, par rapport aux politiques d'accompagnement des personnes en situation de handicap, il y a eu quand même, il faut reconnaître quand même quand un gouvernement fait quelque chose de bien, il y a eu une vraie bouffée d'air quand c'était sous la présidence de Jacques Chirac, a lancé un vrai plan d'accompagnement des personnes en situation de handicap et de lutte justement contre les discriminations que subissent ces personnes en situation de handicap. Ça a permis de créer les maisons départementales pour le handicap, même si elles ne fonctionnent pas toujours très bien, c'est quand même, ça a permis de mettre en place des allocations et d'accompagnement
J'ai vu qu'elles allaient être légèrement augmentées et ça a surtout permis de mieux accompagner les villes, de comment on arrive à rendre plus accessible la ville. Là-dessus, nous, on prend depuis déjà de nombreuses années, on a une délégation au handicap, on a y compris un service avec une personne dédiée uniquement à ces questions-là. On travaille sur plusieurs enjeux. Tout d'abord, l'enjeu du travail, de la possibilité de travail pour les personnes en situation de handicap. Vous savez qu'il y a pour obligation pour toutes les collectivités d'avoir 6% de travailleurs qui sont en situation de handicap. On a dépassé déjà depuis 3 ans ce chiffre de 6% à la mairie de Saint-Denis, que ça fait partie effectivement des engagements que l'on prend. Alors, est-ce que 6% c'est suffisant? Peut-être pas. Dans tous les cas, c'est ce à quoi nous enjoignait la loi et nous, on est au-dessus de 10%, donc on tient cet engagement. Le deuxième engagement, c'est rendre plus accessibles les équipements publics, les voiries, et on sait que là-dessus, on a énormément de retard, et puis tout ce qui est les moyens de transport. Et donc là, ça fait intervenir plusieurs partenaires, Île-de-France Mobilité et les commerces, et les appartements. Alors, donc là-dessus, c'est pareil, on sait que c'est des engagements financiers importants, tellement important que comme l'État n'est pas en capacité de tout accompagner, à chaque fois les délais de remise en accessibilité sont repoussés d'année après année, et on travaille là-dessus. Sur déjà les commerces, il n'y a pas de travaux dans les commerces où le maire donne l'autorisation s'il n'y a pas un travail fait sur l'accessibilité, pour que le commerce se remette à niveau. Quand je dis commerce, ça peut être aussi un équipement médical, des médecins et tout ça. C'est pas toujours simple, parce que parfois les lieux construit il y a tellement longtemps, ne s'y prête pas tout à fait, mais en tout cas, il n'y a pas d'autorisation du maire, c'est un travail fait sur l'accessibilité. Dans nos écoles, on a fait le choix de pouvoir accompagner, y compris les enfants en situation de handicap, avec à minima une école et centre de loisirs par quartier qui permettent d'accueillir toutes les personnes en situation de handicap. On avance sur chacune des écoles, mais comme on sait que là aussi, les écoles anciennes, je prends l'exemple de Jean Villard, on sait qu'on a des demi-niveaux, notamment pour aller aux toilettes, ce qu'on s'est dit, c'est plutôt que faire attendre les enfants ou mal les accompagner, on accompagne les enfants, bien sûr en accord avec les familles, de pouvoir aller à Roseraie de Chambrun, qui est une école plus moderne et sur laquelle tout est totalement accessible, en attendant de pouvoir remettre à niveau Jean Villard. De la même manière, sur l'accessibilité dans les logements, ça fait partie d'un plan, mais là, en l'occurrence, on n'est pas seul, que porte, quand je parle pour le monde HLM, l'ensemble l'ensemble des offices HLM, c'est comment, dans le neuf, ça paraît évident, mais quand je dis que ça paraît évident, c'est que la loi nous y oblige à ce que l'immeuble soit accessible et qui a la capacité de rendre adaptable au handicap, c'est là-dessus qu'est parfois toute la nuance, chacun des logements, et y compris on a quand même une équipe dédiée à Pleine Commune Habitat qui accompagne les demandes de personnes parfois âgées ou en situation de handicap d'accompagner les transformations dans le logement. On a eu quand même la loi Elan où il a fallu beaucoup se battre, le député Stéphane Peu s'est beaucoup battu, qui voulait remettre en cause ces normes-là en disant finalement est-ce qu'on est obligé de rendre tout adaptable au handicap, on peut ne limiter qu'un nombre de logements. On s'est battu et le gouvernement a reculé dans la matière, et pas contre dans les immeubles anciens. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, parce que le but, c'est pas uniquement rendre adapter le logement, on le fait, on a environ une cinquantaine de logements chaque année qu'on adapte au handicap, mais c'est comment la personne peut continuer à rentrer dans son immeuble, comment la personne peut, lorsqu'elle est en handicap moteur, comment elle peut de manière autonome ou même avec un petit accompagnement rentrer totalement dans son logement, avoir les couloirs ou les toilettes qui sont suffisamment. Et donc on fait un vrai travail de dossier prioritaire à chaque fois dans les échanges pour les personnes en situation de handicap. Malheureusement, on n'a effectivement pas assez de logements, même si on est dans une ville qui construit beaucoup, on a quand même quelques logements neufs, et c'est des processus qui prennent du temps. Mais pour moi, l'enjeu le plus important et celui qui prend le plus de retard, et ça veut dire que les autres, on est au bout, c'est l'accessibilité sur la voirie, sur la voie publique et dans les transports. Là, on a la ligne 13, la station de métro Basilique qui a été refaite à neuf, et elle n'est pas accessible. Parce que la politique d'Île-de-France Mobilité, et je sais bien que tout le monde est dans des capacités financières, c'est de dire on ne rend accessible une station de métro qu'on rénove que si toute la ligne est accessible. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de favoriser la mobilité des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'en gros, si toutes les stations ne sont pas accessibles, on ne peut pas se permettre dans la rue qui serait totalement, parce que la personne descend et elle ne peut pas remonter à l'endroit, pour ressortir à l'endroit où elle veut. Mais je pense que c'est une erreur, parce que si on attend uniquement que ce soit les nouveaux moyens de transport qui soient totalement accessibles, ça pose un vrai souci pour ceux qui sont en situation de handicap. Dernier point sur les voiries, on a fait beaucoup de travail avec Pleine Commune pour au moins sur les plus grandes circulations à pied, je parle là de manière à pied, qu'on puisse avoir des trottoirs à peu près accessibles. On voit que c'est encore pas simple, y compris sur qu'on appelle ça les feux tricolores, pour qu'ils fassent du bruit pour ceux qui sont malvoyants. Et de la même manière les trottoirs, notamment quand il y a des pavés, on se rend parfois... Bien sûr, et on ne se rend parfois pas compte que les pavés, en fait, c'est joli, on a beaucoup de demandes d'habitants de dire conservez-nous les pavés d'un trottoir, mais que c'est le calvaire pour n'importe quel habitant. Et puis on a quand même quelques victoires. La gare de Saint-Denis, qui était quand même la gare centrale, je parle,
totalement indigne d'une gare qui accueille 60 000 personnes jour, parce que déjà avec une valise, c'est insupportable, encore plus quand on est en fauteuil. Du coup, c'était une gare qui était totalement inaccessible. On la travaille, et le chantier a commencé pour qu'elle devienne enfin accessible. De la même manière que l'accès au Stade de France, dans la rénovation du Stade de France dans le cadre des Jeux Olympiques, dans l'argent qui a été mis par les Jeux Olympiques, on a dit, nous, la priorité, c'est comment la passerelle, vous voyez, quand vous venez de Porte de Paris, la passerelle qui amène au Stade de France, et ben celle-ci, il faut qu'elle soit accessible avec une rampe qui permet à tous les spectateurs ou même pas que les spectateurs, de pouvoir accéder, ou les cyclistes, de pouvoir accéder via rampe. Donc là, on a un retard énorme sur la voirie. Ça, c'est vrai. On a toutes les villes sont volontaires à la matière. Là, c'est même pas question de couleur politique. On sait tous qu'on a des engagements à prendre. Donc dans les nouvelles voiries, c'est plus simple. Dans les voiries anciennes, c'est régulièrement que dès qu'on refait des trottoirs, désormais, on travaille y compris avec un groupe d'habitants à l'échelle de pleine commune qui sont en situation de handicap et qui sont extrêmement utiles pour nous mettre devant nos responsabilités, parce que parfois on a l'impression de faire des aménagements compatibles et qu'ils ne le sont pas du tout. Même dans nos ascenseurs, moi je suis souvent confrontée, je ne vais pas raconter ma vie, je suis pas là pour ça, mais voilà, nos ascenseurs, on en a 2 et ils sont souvent en panne. Donc je descends les escaliers avec mon fils autiste. Donc, je ne vous dis pas que c'est 15 étages. Mais alors là-dessus, puis ça me permettra... Quand je parle de priorité, ce que je veux dire, c'est que moi, quand je descends 15 étages et que je vois des gens, excusez-moi, entre parenthèses, valides, qui descendent du premier et qui sont là à dire « Ouf, ça doit être dur, hein », j'ai envie de lui dire, mais sans blague. Mais après... Et les ascenseurs, on les voit bien, ils sont rafistolés. On voit bien, ils sont tout le temps rafistolés. Et moi, je suis obligée de descendre les 15 étages avec mon enfant. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas priver mon fils d'école parce que je suis handicapée. Je ne peux pas me dire ça. Vous comprenez ? Voilà, moi les priorités, je les comprends plus. Moi, j'ai 48 ans. Il y a 20 ans, priorité, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde est prioritaire. Je ne comprends pas en fait. Je ne voulais pas parler de ma cause. Je ne voulais pas dire moi je suis au 15e et regardez. C'est un exemple concret. Voilà, mais c'est une réalité. Moi j'ai un enfant autiste. Mais là-dessus, ça me permettra de parler de l'autisme. Là-dessus, heureusement qu'on a des priorités, et y compris que moi je les porte même parfois quand ça fait pas plaisir à d'autres habitants. Moi je me sens pas comme ça en fait. Mais moi je vous le redis, sur les attributions de logement, ça fait une partie dont je m'occupe beaucoup. Dans les attributions de logement, dès qu'il y a un logement qui se libère sur lequel il y a eu des aménagements, c'est priorité à une famille dont un des membres de la famille est en situation de handicap. Y compris que je le porte fortement, parce que vous savez bien quelle est la pression sur les demandes de logement. Quand il y a une famille qui vient me voir en disant « Oui, mais moi ça fait depuis 10 ans que j'attends et c'est pas normal que… » Si, je porte haut et fort que quand on veut accompagner les jeunes dans leur décohabitation et qui n'auront jamais un dossier de 10 ans, on ne va pas leur demander de faire des dossiers à 4 ans. Et quand on accompagne ceux qui veulent changer de logement parce qu'il y a cette handicap, on accompagne sur les ascenseurs. Je ne sais pas dans l'immeuble dans lequel vous… J'ai pu entendre parler… je ne sais pas dans quel immeuble vous habitez. Ce qui est tombé… je ne sais plus quel étage, quoi. C'est grave, quoi. Mais justement, mais je finis juste les ascenseurs, après je dirai un mot sur l'autisme. Mais sur les ascenseurs, de la même manière, 80% des ascenseurs, alors je parle pour pleine commune d'habitat, mais je sais que d'autres bailleurs font le même effort, 80% des ascenseurs ont été totalement rénovés avec beaucoup d'engagement financier, et tant mieux. On a encore des ascenseurs qui arrivent, ça tombe en panne. On a les chiffres qui ne sont pas en panne tout le temps, et y compris pour quand c'est en panne, parce que malheureusement tous les fournisseurs d'ascenseurs, en gros, n'ont pas beaucoup de stock de pièces et préfèrent toujours, pour économiser, faire à la demande. On travaille avec une association qui va nous accompagner, qui n'est jamais sans mon ascenseur et qui est sur le département, et va accompagner les familles lorsqu'on sait qu'on a une panne prévue qui va durer une semaine, 15 jours. Et donc ça va être mis en… Voilà. Et ça va être mis en place ça va être mis en place en septembre dans les 4 ou 5 quartiers sur lesquels on n'a pas encore des ascenseurs qui ont été rénovés dans le cadre du plan pleine commune d'habitat. Sur l'autisme, ça fait partie là aussi, mais parce que, comme dans beaucoup de domaines en la matière, parce que les habitants se sont mobilisés, on accompagne beaucoup quand même les mamans, souvent, notamment des associations, je pense à All Inclusive et tout ça, sur lequel on est très accompagnant, y compris quand vous dites on a parfois effectivement des enfants qui peuvent être mis en danger parce qu'ils sont un peu en étage. Le nombre, je parle de Madame Fekiri, pour ceux qui la connaissent, le nombre de personnes qu'on a accompagnées pour les faire déménager, leur permettre que les parents aient un appartement en rez-de-chaussée ou en premier étage pour éviter le drame qui pourrait advenir, on en a accompagné beaucoup. De la même manière qu'on a un vrai travail, parce que y compris on a des associations, Monsieur Tatou et tout ça, avec qui on travaille sur la ville, pour mettre en place l'accueil dans les centres de loisirs. On est une des villes qui faisons le plus dans l'accueil dans les centres de loisirs, parce qu'il y a bien sûr la partie AVS,
dans le temps scolaire. Et là-dessus, la même manière entre Stéphane Peu, moi-même, les services de la ville, dès qu'il y a une AVS sur lequel le contrat se met un terme, tout de suite on intervient pour l'éducation nationale pour que le relais soit pris, pour que dans nos centres de loisirs, on ait, de la même manière que je vous dis tout à l'heure, un centre de loisirs par quartier qui accueille les enfants en situation de handicap ou d'autisme, parce qu'il faut aussi qu'on forme et on a donc formé, c'était ça le travail que proposait M. Tatou, former aussi nos animateurs qui parfois ne savent pas comment faire. Et le dernier point, c'est dans les clubs de sport. Comment on accompagne les clubs de sport pour être inclusif en la matière, parce que le sport, ça doit être le sport pour tous et toutes. Et on sait très bien qu'un enfant en situation autistique et tout ça, il a besoin aussi d'être comme tous les autres enfants et de pouvoir faire du sport. Donc on travaille sur ces trois ateliers-là parce qu'on a été beaucoup interpellés par vous et par d'autres familles en la matière. Je voulais donner la parole à votre dernier intervenant qui a déjà beaucoup patienté. Si vous pouvez vous présenter, vous vouliez nous parler notamment de la place de la jeunesse et de son insertion dans la société. Je vous laisse vous présenter. Alors, Massi Taktas, 25 ans, du quartier de Fromantin. Moi, j'aimerais aborder la question de l'insertion professionnelle et de l'accès au logement de la jeunesse. Et moi, ma première question que je voulais adresser à M. Lucier, c'était justement quelles étaient les mesures prises par la majorité municipale pour aider les jeunes de Saint-Denis dans leur recherche d'emploi, mais aussi pour leur insertion dans le monde professionnel. Et ma deuxième question, qui est en lien avec la première, va concerner l'accès au logement. On sait que pour le plein épanouissement d'une jeunesse, il faut qu'elle ait accès à un logement, qu'elle puisse se loger et être dans un logement digne. Mais on sait aussi qu'il y a une véritable crise de logement en France, en Île-de-France, à Saint-Denis, et avec une gentrification de plus en plus accentuée. Je sais par ailleurs que Saint-Denis tente de résister, mais c'est pas forcément gagné d'avance. Et moi, je voulais aussi vous demander... Juste sans être trop indiscret, vous êtes encore chez vos parents, vous, par exemple? Oui, par exemple, moi, je suis encore logé chez mes parents, à 25 ans. Et ma deuxième question, c'était aussi qu'est-ce que la municipalité a fait lors de ce mandat concernant ces domaines, tant en termes de production de logements, d'accès, mais aussi en termes d'amélioration de la qualité de ceux-ci. Je voulais juste compléter le propos de Massy, parce qu'il y a aussi quelque chose qui revient régulièrement par rapport à l'insertion des jeunes, c'est un territoire dynamique économiquement, il y a des entreprises qui sont installées. On a l'impression que l'accroche, elle se fait pas toujours avec des jeunes qui sont diplômés. Enfin, je veux dire, il y a des jeunes qui galèrent, on en a parlé tout à l'heure, puis qui sont dans des problématiques de trafic et tout ça. Il y a aussi des exemples comme Massy, qui ont fait des études, et puis finalement, c'est quand même pas si facile de s'insérer. De toute façon, avant de revenir sur Saint-Denis, ça serait si c'était facile pour les jeunes de trouver du travail. Hein. Là, pareil, je redonne des chiffres. Hein. L'Italie, l'Espagne et la France, on est les trois pays qui explosent les chiffres de chômage des jeunes, qui sont bien au-delà du nombre du pourcentage de chômeurs France entière. Donc ça veut dire qu'on est déjà pas un pays très bon pour accompagner notre jeunesse. Je ne vais pas refaire le débat qu'on a eu tout à l'heure, mais à un moment ou à un autre, ça veut dire aussi comment on a un monde d'adultes qui croient en sa jeunesse et qui ne pensent pas que tous les jeunes sont des futurs délinquants, un danger, trop nombreux, pas sympas, enfin bref. Donc il y a aussi cette idée-là. Sur l'accompagnement, moi j'essaie en la matière de ne pas opposer. On a des outils en place, mais j'essaie de ne pas opposer des entreprises qui viendraient et qu'on ne verrait, parce que y compris c'est un facteur du fait qu'on a une difficulté entre les entreprises et des jeunes de notre territoire à se rencontrer. C'est que penser que les entreprises qui viennent sur le territoire, quand on a fait le choix, quand toute l'industrie s'est cassé la gueule, je ne sais pas comment le dire autrement, sur Saint-Denis et les villes à côté, qu'il y a eu autant de chômage à ce moment-là, penser que les entreprises, c'est uniquement pour elles, on leur fait des ponts d'or et ça leur amène de l'argent et qu'ils n'en ont rien à faire dans le territoire, c'est pas vrai. Non seulement ça ramène des rentrées financières, et soit dit en passant, dans le budget de la ville, c'est important. Certes, on gère bien notre budget, on est reconnu comme étant une ville saine et qui gère mal le budget, mais on n'arrivera pas à faire autant de groupes scolaires, on n'arrivera pas à avoir d'avoir conservé notre centre de santé. Même des villes extrêmement progressives comme Grenoble a dû fermer un centre de santé. On n'arrivera pas à continuer à développer les bibliothèques et tout ça si on n'avait pas aussi de l'argent dû à la taxe foncière, dû à ces entreprises. Donc, ne serait-ce que pour ça, je me méfie toujours quand on oppose les entreprises qui viennent sur un territoire. La deuxième chose, c'est qu'on travaille, et c'est vrai que c'est plus simple maintenant, à mettre à chaque fois avec pleine commune des chartes entreprises territoire. C'est-à-dire que quand une entreprise vient, on ne va pas leur demander virez vos employés, il faut prendre des employés de Saint-Denis ou des villes à côté. Par contre, c'est l'engagement que dans tous les métiers que met à disposition ces entreprises, il y a un vrai travail fait avec nos outils, la mission locale, la maison de l'emploi. C'est la raison pour laquelle on a ouvert une annexe de la maison de l'emploi à la Plaine pour avoir 2 endroits où il y a des maisons de l'emploi, pour dire il faut que vous embauchiez
à dossier équivalent, priorité, même si on ne peut pas le mettre dans la loi, parce que ce serait illégal, mais à dossier équivalent, priorité aux jeunes de nos territoires, donc en gros de pleine commune. Et ce sont quand même, là, sur les 2 dernières années, 2500 emplois qui ont été créés dans ce cadre-là. Alors 2500 emplois, quand on voit le nombre de chômeurs, notamment de jeunes à l'échelle de pleine commune, c'est pas assez. Mais ça ne serait pas juste de dire que 2500 emplois, c'est pas bien. Je donne un autre exemple, Eiffage vient de recruter 135 emplois. Eiffage, c'est ceux qui font la ligne 16 du métro, tunnelier. Ils ont recruté 135 emplois, ils sont en demandeur encore de énormément de jeunes qui sont prêts à former. En général, à Eiffage, on est un peu mieux payé qu'ailleurs. Dans les 135, il y a 25 Dionysiens. Donc c'est aussi une manière de dire, attention de n'être pas non plus que négatif, en ne mettant pas en avant aussi, d'ailleurs on va essayer de les mettre un peu en avant, des jeunes à Saint-Denis qui réussissent comme ailleurs, et heureusement qu'on a des gens qui réussissent comme ailleurs. Après, on a des vraies problématiques, d'une part des discriminations à l'adresse, c'est malheureusement, ou à l'origine, c'est malheureusement une réalité, ça n'explique pas tout, mais c'est aussi une réalité. On a des difficultés de jeunes trop nombreux, mal formés, on en revient au décrochage, on en revient à des formations initiales qui parfois ne sont pas tout à fait adaptées. Nous, on se bat pour on a un CFA, Centre de formation des apprentis, qui est à côté de la cité d'Ourdin. Dans les métiers dont on aura besoin pour les Jeux Olympiques, il est à moitié vide parce que l'État a décidé que les CFA, désormais, c'était un peu moins de qualité. Je considère que c'est une erreur fondamentale de ne pas avoir un CFA sur notre territoire pour former nos jeunes aux métiers qui ne sont pas que des métiers subalternes, parce que là aussi, je m'en pose, mais qui sont des métiers à la logistique, à la construction, y compris de matériel. Quand on va faire des chambres pour les athlètes, il faudra y mettre dedans des lits, des armoires, plein de choses sur lesquelles on aura besoin d'avoir aussi des jeunes formés au métier du bois ou autre. Et puis, c'est comment on arrive à mettre en relation deux mondes qui ne se parlent pas beaucoup. Parce que, je reviens à Eiffage, c'est toujours l'exemple que je donne, Eiffage nous dit, on a beau être un grand groupe, nous, nos RH, elles ne savent pas faire. Elles arrivent dans des territoires sur lesquels ça ne fonctionne pas exactement pareil qu'un grand forum de l'emploi, ou ceux qui sont hyper bien formés ou accompagnés, ou qui se font coacher par des entreprises, arrivent en ayant le bon CV, la bonne lettre de motivation, hyper préparés à l'entretien. Mais quand ils viennent sur nos territoires, ils regardent un peu nos jeunes en chien de faïence, ils entendent tellement des choses en plus, vous allez arriver dans un territoire de voyous que c'est compliqué. Et on a des jeunes qui, de la même manière, ont du mal en pensant que non, de toute façon, les entreprises n'en ont rien à foutre de nous, on n'y arrivera jamais, ça ne peut pas marcher. Donc, à un moment ou à un autre, il faut aussi qu'on valorise et qu'on favorise la rencontre. C'est la raison pour laquelle on va demander à nos outils, je redis missions locales, maisons d'emploi, mais aussi aux associations de jeunes qui sont importantes sur la ville, qui font un accompagnement, de venir nous aider et qu'on soit ensemble pour de manière très concrète dire, quand vous allez postuler aux futures entreprises et aux 12 milliards d'investissements entre les Jeux Olympiques, Grand Paris Express, rénovation des cités qui vont avoir sur le territoire de pleine commune, qu'on vous donne les armes pour pouvoir bien répondre à un entretien, être embauché, avoir du savoir-être. C'est parfois tout bête, mais quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis longtemps ou qui n'a jamais travaillé, il considère parfois que les horaires, c'est pas si important que ça. Je prends en connaissance de cause que je ne suis pas le maire le plus ponctuel au monde, mais on sait très bien que c'est important dans nos sociétés d'être à l'heure. Un truc tout bête, quand vous êtes instituteur ou prof des écoles, vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver un quart d'heure en retard. Et donc ça aussi, c'est des choses qui, c'est pas jugé, c'est des choses qui s'apprennent. Et puis, deuxième chose qui est extrêmement positive, par contre, c'est d'avoir obtenu notamment dans les futurs chantiers qu'on ait 25% des chantiers qui soient pour des TPE, très petites entreprises, et PME locales. Parce que par essence, c'est de l'emploi local, mais pas uniquement en étant sous-traitants. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils obtiennent les marchés, qu'ils soient en capacité de tenir les marchés comme les autres. C'est ce que l'on fait avec Pleine Commune Promotion, qui est le syndicat qui accompagne toutes les petites entreprises. Le territoire Pleine Commune est l'endroit où se crée le plus de petites entreprises, parce qu'on a des outils d'accompagnement, mais à ces entreprises-là, il faut qu'on leur donne des marchés, et qu'on les accompagne à avoir des marchés. Et donc dans les Jeux Olympiques, il n'y ait pas un marché de 800 millions d'euros, où on sait que ça sera qu'une des grandes majors du bâtiment, mais qu'on arrive à faire des lots pour arriver à mettre de l'emploi à disposition des jeunes. Mais ça marche aussi, et c'est le dernier point, par la formation. Ça ne peut pas être un emploi, parce que dans les 150 000 emplois que met en avant les organisateurs des Jeux Olympiques, il n'y en aura que 30 000 qui sont pérennes. Et le but, c'est des emplois pérennes. Ce n'est pas uniquement un emploi pendant 2 ans, mais c'est comment, par la formation tout au long de la vie, on arrive à ce que ces jeunes ou ces moins jeunes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui vont avoir des QT, aient un emploi. Sur les autres sujets logement, notamment, pour finir vite, on a une politique en la matière, que ce soit les critères d'attribution alors là c'est plus sur l'accès au logement HLM, sur les critères d'attribution que porte la ville, que portent les bailleurs, dont Pleine Commune Habitat, on a depuis longtemps, et c'est la raison pour laquelle on a quand même 20% des attributions qui sont des cohabitations, on a depuis longtemps un accompagnement pour les jeunes. Pour qu'un jeune qui trouve un boulot, qui commence à construire sa vie, sur lesquels il y est, c'est là-dessus que quand vous dites quelles sont les priorités, on l'assume en tant que priorité, un jeune, même avec un dossier moins ancien
que d'autres familles, et pourtant on a une pénurie de logements énorme sur le secteur, et ben, ils passeront avant d'autres familles pour les accompagner. C'est la raison pour laquelle aussi Pleine Commune Habitat, et c'est une innovation dans le monde HLM, a mis en place le pack emploi logement. C'est-à-dire de la même manière qu'on vous accompagne pour trouver un emploi, et ben, dès que vous avez un emploi, on doit s'engager à ce que dans les 6 mois, vous ayez aussi un logement pour qu'il y ait les deux côtés. Le problème, c'est le serpent qui se mord la queue. Pas de logement, c'est compliqué d'avoir un emploi. Pas de emploi, c'est compliqué d'avoir un logement. Et donc, il faut qu'on soit moteur en la matière. Et moi, je suis plutôt fier, notamment dans les chiffres de Pleine Commune Habitat, du nombre de jeunes qu'on accompagne ou de mutations, c'est-à-dire ceux qui habitent dans un parc social, qui par leur loyer accompagnent la ville pour continuer à construire du logement social et le fait qu'on les accompagne plus. Mais là-dessus, dernier point, c'est que tant qu'il y aura, et nous on ne prendra pas de responsabilité, mais tant qu'il y aura trop peu de villes qui construiront du logement, et pas que social, hein, parce que là non plus je n'oppose pas, je ne sais pas qui a dit gentrification, enfin, moi je n'oppose surtout pas les familles qui vivent ici, parfois dans des conditions difficiles, des familles qui vivent ici plutôt bien, et puis toutes celles qui veulent venir à Saint-Denis. On ne peut pas parler de mixité en permanence, et aller dire à des familles qui ont un peu plus de revenus, bah, désolé, la ville elle ne sera pas pour vous. Enfin, donc ça fait partie de ne surtout pas opposer et ne pas rejeter les uns par rapport aux autres. Mais la ville de Saint-Denis, on prend nos responsabilités, on continue à construire à l'échelle de Pleine Commune 6000 logements par an. Si tous les territoires, on les appelle désormais, faisaient la même chose, il y a depuis longtemps qu'il y aurait une moins grande crise du logement, et donc derrière, moins d'attentes pour nos demandeurs de logement, et surtout moins d'habitat insalubre qui prospèrent aussi sur la pénurie de logement. Ben merci, on a un peu dépassé, beaucoup même, hein. Mais bon, voilà, c'était complet j'espère. Et puis voilà, c'était une première, donc on essaiera d'améliorer le dispositif la prochaine fois. Merci encore.